Bonjour à tous, merci de votre présence. On est également retransmis en direct. Normalement, il doit y avoir à peu près 1700 inscrits, je crois, en ligne, en visio, qui nous regardent. Ou 1800 peut-être. Voilà, donc gros succès d'audience. Bon, un peu moins dans la salle, puisque vous êtes peut-être, je crois, 200, 100, 50. Bon, bon, suffisamment, puisque de toute façon, on n'a pas de quorum. Alors, je suis ravi de vous présenter cette Assemblée Générale en présence du commissaire du gouvernement Thierry Dufand. Bonjour Thierry, merci de ta présence. Et de son adjoint, Fabien Hamel. Bonjour Fabien, excuse-moi. Et on est également avec le président du Conseil national supérieur de l'Ordre des experts comptables. Lionel Calesi, salut Lionel, tu vas pouvoir intervenir à la fin. Et son vice-président, Jean-Luc Flabeau, également présent. Il y a mon ami Vincent Régnier qui a animé sa superbe assemblée CRCC de Paris juste avant. Donc ceux qui ont pu y assister, vous avez la continuité régionale. Alors, on va démarrer tout de suite parce qu'on a un calendrier serré, parce qu'à 18h30, très précisément, il faut qu'on soit tous dans la salle bleue. Donc il se trouve... Oh, pardon, excuse-moi. Il y a également Florent Burtin qui est là, président de la... Pas du tout, mon cher Florent, je ne t'avais pas vu, avec ton masque coloré. Mais voilà, donc Florent Burtin, président de la CRCC de Versailles, qui est également avec nous. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Signalez-vous. Qui ça? Ah, alors, Cécile, vice-présidente de je sais plus quoi. Hervé. Alors, voilà. Laurent. Salut, Laurent. Tu peux t'asseoir. Installe-toi. Je crois que je n'ai oublié personne. Julien. Mon prédécesseur, Julien Tocars, qui était président de l'Ordre des experts comptables. Enfin, il y a Siri qui m'engueule. Voilà, Julien qui était président de 2000... à une époque où on a oublié. Voilà. Alors, on va attaquer. Donc, je vous disais 18h30, salle bleue pour la prestation de serment des inscrits de 2020. Oui, 2020, puisqu'en fait, ils étaient trop nombreux puisqu'on n'a pas pu la faire l'année dernière, compte tenu du Covid. On va en reparler. Et donc, on a décidé de faire, à l'occasion de ces UE, le rattrapage des prestations de serment 2020. Et on aura une autre cérémonie qui aura lieu en décembre pour les prestations de serment de 2021. Donc, je vous invite à nous rejoindre ensuite à 18h30 précise, salle bleue. Alors, on va démarrer tout de suite par le rapport moral de l'année 2020. Comme on a souhaité faire quelque chose de très serré, on a décidé de se répartir le travail avec Max, qui est le trésorier du CRO Paris, et Virginie, qui est actuellement vice-présidente, mais qui sera d'ici quelques mois la présidente de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Voilà. Bravo à vous. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, évidemment, moi j'ai hâte, je te le dis, Laurent. Enfin, j'espère que tu vas pas t'éterniser. Enfin, T'inquiète. Donc, je suis encore là 3 mois quand même. Hein. Okay. Bon, on va essayer de terminer. Voilà, entre nous, évidemment, c'est le travail qu'on va vous présenter, un travail d'élu, on va en parler. Mais voilà, on n'est que 3 à vous faire ce rapport moral. Alors, en 2020, on a fait beaucoup de choses. Tout apparaît là, normalement, voilà, paf, etc. Voilà, je vous fais tout afficher d'un coup. Mais je ne vais pas vous parler de tout ça en détail, parce que sinon, on va prendre trop de temps. Juste qu'on a évidemment poursuivi Bibigger, on a fait une nouvelle version, on a fait également une nouvelle version de Bibuzy, qui sont, vous savez, des plateformes qui permettent, pour la première, au cabinet de faire des recrutements. Alors, on m'a transmis les statistiques il n'y a pas très longtemps. Je vais essayer de les retrouver sur mon téléphone, mais j'aurais dû les sortir un peu avant, ça aurait été quand même plus pratique. Bon, je ne peux pas les trouver, on s'en fout. Bon, on est à peu près à 3000 inscrits sur Bibuzy. 3000 cabinets, donc c'est quand même assez énorme. Il y a à peu près 600 cabinets qui utilisent Bibuzy pour passer des mises en relation. Et donc, il y a 2400... Ah, bah voilà...
Merci beaucoup, Max. Donc, je vous disais, Bibuzy, 2917 experts comptables inscrits, donc c'est quand même pas mal. Et il y a eu à peu près 650 missions qui ont été partagées entre des cabinets qui souhaitaient avoir de la co-traitance avec des jeunes confrères et des jeunes confrères qui cherchaient à bosser. Et la répartition entre les donneurs d'ordre et les confrères qui souhaitent bosser, c'est à peu près 20-80. Donc c'est-à-dire qu'on a à peu près 600 cabinets qui ont partagé des missions et à peu près 2400 jeunes inscrits qui ont pu y répondre. Donc ça, c'est un beau succès. Sur BeBigger, on est à un peu plus de 400 cabinets inscrits aujourd'hui et on a eu, si je retrouve le mail de... Pardon, 500, excuse-moi Fanny, tu as raison de me reprendre. Et donc sur BeBigger, on est effectivement à 526 cabinets inscrits. Il y a eu 1400 candidats inscrits et 2200 candidatures qui ont été envoyées. Et actuellement, il y a 265 offres d'emploi disponibles. Donc ça s'est bien développé. On a lancé Espace Pro, qui est une interface qui permet aux experts comptables de mettre à jour directement le tableau sans passer par les services téléphoniques de l'ordre ou par des mails. Donc vous pouvez vous connecter, vous retrouver votre fiche et mettre à jour vos informations ordinales. Ça devrait très rapidement, très prochainement, c'est une question de semaine, et donc j'espère que Virginie va pouvoir vous annoncer ça elle-même, la possibilité de faire le suivi des stagiaires. À la fois la partie rapport semestriel, mais également les fiches semestrielles, vous connaissez, qu'on doit remplir, que les stagiaires doivent remplir tous les 6 mois. Tout ça va se faire en ligne et il y aura cette plateforme de workflow en fait entre le maître de stage, le contrôleur de stage, le conseil régional de Paris et le stagiaire. Donc voilà, c'est un gros travail. Inès, Virginie vous en parler de la deuxième promo, mais on a lancé en 2020, c'est un des événements marquants qu'on retrouve dans les comptes, qui est le lancement d'Inès, puisqu'on a créé l'entité en 2020. On a inauguré les rendez-vous 50, qui sont également virtualisés. On a eu, grâce au travail qui a été fait par la SFOREF et ses équipes, et notamment Ruth Susanna, la médaille d'or des éditions 2020 du palmarès du chiffre en termes d'organisme de formation. Et enfin, on a étoffé à nouveau Cap Performance, qui est à la fois une base d'information avec tout un tas d'outils. Alors, si je peux vous sortir les stats, vas-y, parce qu'il ne me reconnaît pas en fait. Non, c'est bête. Alors là, j'ai des chiffres qui sont absolument incroyables sur Cap Performance. Voilà, c'est bon, je l'ai. On a eu 954 manuels cabinets qui ont été téléchargés en 2021. En total, depuis 2012, c'est plus de 15 650 téléchargements de manuels cabinets. C'est absolument incroyable. Mon document unique, vous savez, le DUR qu'il fallait faire au moment de la crise sanitaire, c'était en 2020, 1152 téléchargements. Le nombre d'utilisateurs des diagnostics, vous savez qu'on peut maintenant faire une sorte de diagnostic, en autodiagnostic, on est en 2020 à 2600 diagnostics faits par les cabinets. On en a réalisé en total 9740, donc c'est quand même assez énorme. Et sur la lettre de mission, on a un peu plus de 1000 utilisateurs, 1012 très exactement, qui ont généré 6300 documents, donc 6300 lettres de mission. Enfin, mes outils à télécharger en 2020, c'est 30 000 téléchargements. Et tout ce qui est téléchargement et consultation de la base documentaire, en 2020, c'est 53 866 téléchargements. Donc c'est un site qui rencontre un grand succès et qu'on essaie d'alimenter, de mettre à jour en permanence en fonction de l'évolution des normes. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tous ces sujets, mais on va essayer de faire un focus. Alors, vous l'avez reçu, puisque ceux qui sont présents ici ont pu l'avoir au format papier, le rapport moral et le rapport financier. Mais ils sont téléchargeables si vous êtes à distance. En cliquant sur les liens, vous pouvez récupérer le rapport moral et le rapport financier 2020. Vous trouverez le détail de tout ce que je viens de vous dire. Il y a 3 sujets qui me semblent importants en 2020, qui sont les événements marquants. Et dans l'ordre chronologique, en fait, le premier, c'était évidemment la crise sanitaire qui nous a tous impactés au mois de mars 2020. Et donc, on a, dans la précipitation, dans l'urgence, à mes yeux, fait preuve d'une réactivité absolument incroyable. Et c'est grâce, évidemment, à l'agilité des collaborateurs du Conseil régional qui se sont tous mobilisés. Et on a créé très rapidement un site internet, Appel un expert, qui permettait à la fois de
diffuser un contenu à destination des experts comptables, mais aussi des clients des experts comptables. On a passé des accords avec la Chambre de commerce, qui était très soucieuse d'avoir cette mise à jour permanente des différentes aides qui étaient là. On a mobilisé avec l'association des experts comptables retraités une trentaine, c'est ça, non, 130 bénévoles qui se sont mobilisés avec un système mis en place par Skype pour qu'ils puissent, depuis leurs ordinateurs, répondre aux questions qui ont été posées. Il y a eu 30 000 visiteurs sur le site et plus de 3 000 appels qui ont été traités par les 130 bénévoles qu'on avait formés en ligne et à qui on avait donné un accès à toute la base documentaire qu'on a mis à jour en permanence. Donc on a fait un gros travail et je crois que les confrères ont été plutôt satisfaits de la manière dont ça s'est passé, puisqu'on a plus de 2000 téléchargements du kit Covid qui recensait en fait toutes les aides, à la fois fonds de solidarité, mais également activité partielle, enfin tout ce qui pouvait être mis. Voilà, dispositif de nos sites internet, le kit, le webinaire, tout ça, on en a parlé. Alors oui, les webinaires, on a fait dès le 1er avril, vous voyez, en fait le 15 mars, l'état d'urgence était décrété. Alors ce n'était pas l'état d'urgence, mais c'est le confinement. 15 jours après, on avait une première conférence en direct avec la Directe. En direct avec la Directe. On a fait comment faire face à la crise. Voilà. Donc Thierry Dufan, notamment, nous a beaucoup accompagnés dans ce moment. On était tous mobilisés. Et les services de l'État ont fait preuve aussi d'un engagement absolument sans faille. C'était absolument incroyable de voir comment toute une nation, en fait, on se serrait les coudes et s'est mis à la disposition des entreprises pour les aider à traverser cette crise. On a également créé un comité solidaire avec un premier niveau qui est à Maroc, que vous connaissez peut-être, qui est un numéro vert qui permet d'essayer de prévenir le burn-out, puisque beaucoup de confrères étaient quand même dans des situations un peu compliquées. On a passé un accord avec APESA pour que les confrères qui puissent être identifiés comme étant en fragilité puissent être rappelés directement par APESA. Et puis, on voulait aller encore plus loin que ça. Et donc, on a créé un comité solidaire où on accompagne de manière confraternelle les confrères qui sont impactés par le virus directement ou qui ont des problématiques parce que leurs collaborateurs sont eux-mêmes malades. On a heureusement eu très peu en fait, d'interventions, mais on a quand même traité une vingtaine d'appels dans l'année de confrères qui avaient besoin d'échanger avec des psychologues d'Amaroc et d'APESA. On a également formé quasiment l'essentiel des permanents de l'ordre, il me semble, sur la détection du risque de burn-out, du risque suicidaire chez les experts comptables. Donc tous les collaborateurs de l'ordre qui sont en contact permanent avec les experts comptables sont sensibilisés à cette problématique et sont capables de pouvoir réagir en cas de difficulté. Au niveau de la SFOREF, là aussi, la mobilisation a été totale puisqu'on a virtualisé toutes les formations. Et vous le verrez dans les comptes, en fait, on a évidemment une année sur la SFOREF, organisme de formation avec un résultat qui n'est pas brillant, hein, puisque évidemment on a dû annuler un paquet de formations. Mais comme on a réussi à en mettre un maximum en ligne, on a une baisse de chiffre d'affaires qui reste très raisonnable par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer en début d'année. Moi j'étais très inquiet en fait en juin, mais en définitive on a réussi à mettre en avant pas mal de formations en ligne et donc on a réussi à sauver un peu l'année. Hein, on perd au total je crois 600 000 € sur la SFOREF, ce qui est quand même une perte réduite par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer tant c'était inquiétant cette annulation de formation permanente. On a également, vous savez, les journées de recrutement, puisque dans les cabinets, on a vécu une crise un peu particulière. Hein. Autant les gens, nos clients mettaient en activité partielle leurs collaborateurs, autant de notre côté, on était plutôt débordés par le travail. Et donc le recrutement a continué, et donc il a fallu passer du speed dating qu'on avait l'habitude d'organiser avec Fanny à des speed dating virtuels. Et donc là aussi, on a virtualisé complètement les e-recrutements. Les prochaines sessions où je vous invite à vous inscrire, c'est les 16 et 17 septembre. Les résultats qu'on a, autant de la part des étudiants que des cabinets, sont excellents. Et en fait, la mise en relation entre un jeune qui cherche une alternance et un cabinet qui cherche quelqu'un fonctionne très très bien en ligne. On a la possibilité de faire des entretiens virtuels et ça se passe très bien, c'est très qualitatif et on pense que c'est même une meilleure solution que de faire du physique et du rendez-vous. Vous avez les chiffres qui apparaissent à l'écran.
On a évidemment redynamisé le CIP 75 pour renforcer les entretiens avec les avocats, les chambres de commerce, les tribunaux de commerce. Et puis avec mon ami Vincent, on a lancé récemment une cellule dédiée aux experts comptables et aux commissaires aux comptes, qui consiste en fait à les mettre en relation avec des magistrats chargés de la prévention des difficultés dans tous les tribunaux d'Île-de-France. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est au-delà de la formation technique sur comment j'accompagne un client, quels sont les dispositifs, qu'est-ce qu'une sauvegarde, qu'est-ce qu'un redressement, qu'est-ce que la sortie de crise aujourd'hui, le dispositif qui est en cours d'élaboration, comment je fais concrètement, à qui je peux parler, à qui je peux échanger. Voilà. Et donc le mieux, évidemment, c'est d'échanger directement avec un magistrat chargé de la prévention dans le tribunal de commerce du ressort de votre client. Et c'est l'objet de ce numéro vert. Enfin, c'est pas un numéro vert d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. C'est un numéro de téléphonique et une adresse mail. Et donc, c'est Mélodie qui, pour l'Ordre de Paris, s'occupe de répondre à ça. Et pour la CRCC, c'est Massa qui est au bout du fil. Donc, comment ça marche? Vous appelez, on qualifie évidemment l'appel, on s'assurer que c'est bien pertinent par rapport à l'objet. On contacte le juge consulaire du tribunal de commerce qui ensuite se met en contact avec l'expert comptable. Ça peut être complètement anonyme et confidentiel pour le client. Pas besoin de donner le nom du client. L'idée, c'est par contre de décrire sa situation et de dire quelle est la bonne procédure, à quel stade j'en suis. Est-ce que la prévention est encore toujours d'actualité ou est-ce qu'il faut que j'aille vers une sauvegarde ou une procédure de redressement judiciaire si je ne fais pas le TSC, le traitement de sortie de crise, qui est dans le décret, devrait sortir d'une minute à l'autre. Ça, c'était évidemment l'événement marquant qui a démarré dès le mois de mars sur 2020. Le deuxième, c'est l'action qu'on a concrétisée en 2020 avec le rapprochement de l'Ordre des experts comptables avec l'école ACE. Ça faisait 3 ans qu'on était en discussion avec l'ACE pour envisager ce rapprochement. Ils ont fait un appel d'offres. On était plusieurs candidats à répondre à sa demande. L'ACE était une association indépendante qui avait été créée il y a 150 ans. C'est ça exactement, 1800, voilà, à l'origine par l'association des comptables de la Seine. Et alors pour ceux qui ont un peu de mémoire, mais enfin beaucoup de mémoire, l'association des comptables de la Seine, c'était l'ancêtre de l'ordre des experts comptables, puisque à l'époque, l'ordre n'existait pas avant 1942, et donc il fallait bien que les professionnels de l'expertise comptable se structurent sous forme d'association. Et donc ils se sont mis d'accord dans une association qui s'appelait l'association des comptables de la Seine. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une école qui s'appelait l'ACE. Et donc c'est une sorte de retour à la maison de cette école qui forme à peu près 850 apprentis dans les filières de la comptabilité et un peu dans les RH. Pourquoi avoir fait cette démarche? Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, notre métier évolue, nos missions évoluent, nos recrutements doivent évoluer. Et donc on peut évidemment imaginer qu'on arrive à faire évoluer le DCG, le DSCG, rajouter les formations qui nous intéressent. On pense que ça va être possible dans le temps, mais il faut agir vite. Et le meilleur moyen d'agir vite, c'est d'avoir une école qu'on contrôle. Et c'est ce que je fais depuis le mois de juillet ou août, je ne sais plus, 2020. L'objectif qu'on a dans les semaines qui viennent, et on a commencé à en discuter, les bureaux et les AG vont avoir lieu dans les semaines qui viennent, c'est de rapprocher cet organisme de formation initiale, ACE, avec notre organisme de formation continue que vous connaissez tous, qui est l'ASFOREF, pour faire Sup-Expertise, qui serait à ce moment-là la grande école de la profession comptable, qui formerait en fait nos étudiants de la sortie du bac jusqu'à l'obtention du DEC et au-delà dans leur cabinet à travers la formation continue. Et il y a évidemment beaucoup de choses à apprendre les uns des autres et beaucoup de synergies à créer entre la formation initiale et la formation continue. On ne peut plus imaginer aujourd'hui que la formation, c'est une chose qu'on fait en début de sa carrière, puis ensuite après on travaille, puis après on prend la retraite, c'est fini. On apprend tout au long de sa vie. Et donc le fait d'avoir une seule école qui porte ce projet me semble être à la fois très intéressant et porteur de sens pour notre profession. Donc pourquoi, voilà, vous pourrez voir tout ça en détail dans notre support. Donc ça, c'est vraiment un événement marquant et donc ça se traduit évidemment, comme Max va vous l'expliquer, dans les comptes.
à travers à la fois un prêt qu'on a fait à la CE à hauteur de 500 000 euros pour l'Ordre des experts comptables de Paris et une subvention de 500 000 euros qu'on retrouvera dans le compte de résultat de l'Ordre des experts comptables de Paris. Et la troisième chose qu'on a, qui est à mon sens aussi un événement marquant de 2020, c'est d'aider les jeunes inscrits à s'installer, à se lancer. On avait démarré, je vous en ai parlé avec Bibuzi, puisque là l'idée c'est de leur donner un coup de main pour qu'ils puissent trouver des missions. Ça répond à une double problématique en vérité, hein. À la fois les cabinets qui ont du mal à recruter des directeurs de mission, mais peut-être qu'ils peuvent aller chercher des jeunes qui viennent de s'installer et qui ont du temps et des compétences. Et puis de l'autre côté, des jeunes qui cherchent des missions. Tu peux nous en dire deux mots, Virginie, puisque l'étape suivante, ça a été de créer Lucas. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là parmi vous ce soir. Vous savez que dans la mandature précédente, j'étais donc présidente du tableau de l'ordre. Donc là, on fait le point de 2020. En 2020, je suis présidente du tableau de l'ordre et on a une statistique au tableau de l'ordre qui est 80% des jeunes inscrits s'installent ex nihilo. Donc il y a beaucoup de jeunes experts comptables qui commencent dans leur cuisine. Donc je reprends la cuisine pour faire plaisir à Philippe Barré ce matin pour ceux qui étaient là. Ils n'ont pas de locaux. Il n'y a rien. Donc avec Laurent, on a eu la chance de croiser un propriétaire de 800 mètres carrés, vide, à cause du Covid, parce que c'est un espace de coworking et tout le monde était parti. Et il se rapproche de nous en nous disant, est-ce que vous, l'ordre, vous n'auriez pas envie qu'on fasse un partenariat et que vous proposiez, que vous mettiez à disposition ce centre d'affaires. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Rue du Colisée, donc aujourd'hui, nous pouvons proposer à tous nos jeunes inscrits, et bien évidemment, il n'y a pas que les jeunes. Si j'ai bien compris, Laurent, tu fais des travaux dans ton cabinet, tu vas y aller un moment. Absolument. Alors, il faut préciser, hein, parce que c'est un projet qui a été porté avec mon ami Vincent, qui vise à la fois les experts comptables et les commissaires aux comptes. Hein. C'est-à-dire que le grand intérêt de Lucas, hein, c'est qu'on peut être dans un espace de coworking, tout en respectant les règles déontologiques des experts comptables et des commissaires aux comptes. C'est ça qui fait la force de cet outil. Parce qu'aujourd'hui, pour un expert comptable et un commissaire aux comptes, vous ne pouvez pas vous installer dans un espace de coworking, puisqu'il y a des conditions de déontologie, de secret professionnel. Voilà. Et là, on a réussi à obtenir en fait, du H3C par l'intermédiaire de Vincent et le soutien de la CRCC, la possibilité pour un commissaire aux comptes de travailler en coworking. Donc, ça veut dire que si tu es inscrit à la compagnie, tu peux quand même travailler en coworking. Donc on parle aux jeunes inscrits, mais pas aussi qu'aux jeunes. Hein. Je suis désolée pour toi, Laurent, mais puisque donc tu fais des travaux, donc tu vas t'installer provisoirement. Je me mets dans les moins jeunes aussi. Je vais créer une filiale comme mon cabinet est à Montrouge. Eh bien, je me dis qu'une adresse parisienne serait la bienvenue. Donc en fait, aujourd'hui, donc c'est pour tout le monde. Vous avez 46 postes de travail, donc en espace de coworking. Il y a 10 bureaux individuels, il y a une réception. Bon, il y a tout un service. Je ne vais pas vous faire le détail de tout, mais c'est donc une formidable opportunité qu'on a eue, qu'on vous propose aujourd'hui. Ça coûte rien à l'ordre. J'ai Maxime dit bien que ça coûte rien. Ça ne coûte rien à l'ordre. C'est pas, on ne loue pas le lieu pour vous le proposer. Ça nous coûte rien, simplement ça nous coûte la promotion et l'information qu'on doit faire à tous les jeunes et moins jeunes experts comptables s'ils ont besoin d'espace. Vous êtes en dehors de Paris, vous voulez faire un rendez-vous avec un client, vous louez pour 2-3 heures une salle de réunion. Donc c'est extraordinaire. Donc offre domiciliation 100 € par mois. Donc j'attends que ça passe, parce que tu fais rien, Laurent, tu le fais exprès. Alors, le coworking est limité, 280 € hors taxe par mois. Et donc après, il y a des prix pour les bureaux. Bon, je vais m'arrêter là, mais bon, ça, c'était une formidable opportunité de proposer à la profession un lieu. Et aujourd'hui, on a un lieu, et c'est extraordinaire. Voilà, merci Virginie de cette présentation rapide. Je te redonnerai la parole tout à l'heure quand on parlera des projets 2021, ça t'intéresse plus.
Voilà, et donc voilà, on a voulu faire court, mettre l'accent sur ces 3 moments forts. En mars, le Covid, en juillet, le rapprochement avec la CE pour faire Supexpertise, et Lucas à partir du mois de décembre 2020. On a pu faire ça évidemment grâce à une équipe de dingue à l'Ordre des experts comptables, je les remercierai jamais assez. C'est en grande partie parce que mon prédécesseur, que j'ai cité rapidement, mais Julien Tocars avait fait lui aussi dans la mandature précédente avec François Milot, je ne sais pas si François est là, mais qui voilà, avait fait un gros travail de réagilité du conseil régional. Quand je suis arrivé, en fait, les permanents avaient déjà intégré le fait qu'on était dans un environnement excessivement mouvant et qu'il fallait s'adapter en permanence aux besoins. Et donc, je suis arrivé dans un environnement où on avait affaire à des gens qui étaient très souples, très agiles, très avides de changement. Et ça a été un vrai plaisir pendant ces 5 années, puisque je termine ma 5e année, je passe voilà. Et donc sans eux, on n'aurait évidemment rien pu faire, parce qu'ils ont été à la fois moteurs, et c'est pas évident d'avoir une équipe d'une 50aine de personnes qui ne résistent pas au changement, et qui, dès qu'on a une idée, au lieu de se dire ah oui mais tu es sûr que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, se disent ok, comment on va faire, quels sont les freins qu'il faut qu'on lève. Voilà. Et ça, c'est assez rare dans les organisations. Et je pense que sans le travail de Julien sur les années précédentes, ça n'aurait jamais été possible de faire ça. Donc merci Julien d'avoir œuvré en ce sens. Sur ces 5 années, alors je ne vais pas faire le bilan des 5 années, mais on a aussi évidemment rénové complètement le 50 rue de Londres. On en a fait aujourd'hui un espace absolument incroyable. Quand je rentre dans ces locaux, je suis très très fier de faire partie de l'Ordre des experts comptables. On a réussi à installer, malgré quelques levées de boucliers, des sculptures un peu partout. Et ça n'a pas été très, très simple non plus. Mais aujourd'hui, tout le monde a adopté ce lieu. Et je pense que les experts comptables sont ravis d'être au 50. Tout ça, c'était grâce, évidemment, à tous ces élus, toutes les relations qu'on a pu avoir. Et vous retrouverez ici la liste des 30 élus sortants de la mandature 2016-2020. C'est eux qui sont responsables de tout ce qui a pu être fait. Président, vice-président, élus, quelle que soit leur appartenance syndicale. Il y a eu un vrai travail d'équipe. À l'époque, c'était Philippe Bonin qui était le représentant de la minorité IFEC, mais avec lequel on a eu des relations amicales et sincères, et avec lesquelles on a fait, je pense, un excellent travail. Donc voilà, donc je vais vous demander d'applaudir tous ces élus sortants de 2020. Et donc, en 2021, on a déjà bien entamé l'année, mais on a quand même quelques projets sous le coude. Alors en 2021, on continue notre accélération de start-up. Donc deuxième projet deuxième saison sur Inest, Greenly, Sechois, Ikari One, Nuage. Donc 4 start-up. On a lancé Sérénité Pro. Donc Sérénité Pro, en ces temps de Covid, à un moment donné, on s'est dit, si jamais on a un pépin, nous, experts comptables, un pépin de santé, une incapacité temporaire, comment on fait pour être agile et du jour au lendemain continuer le cabinet, continuer l'exercice de la profession. Donc dans Sérénité Pro, donc c'est un dossier qu'on a fait aussi avec la CRCC de Paris, un projet en commun où à un moment où on vous permet d'aller mettre dans cette plateforme Internet ce que vous avez envie de mettre pour continuer votre activité. Vos codes impôts.gouv si c'est nécessaire. Si vous êtes seul expert comptable chez vous, les codes pour faire la TVA de vos clients, tous les codes, tout ce que vous jugez nécessaire à la poursuite de votre activité. Vous savez qu'à l'ordre, il existe une convention également que vous pouvez passer en nommant un expert comptable si jamais il vous arrive un drame. Vous pourrez également mettre ce document dans cette plateforme. Voilà pour Sérénité Pro. On a refondu le site internet, donc on continue le fameux site internet de l'ordre, comme
Laurent vous a parlé. On a aussi continué nos actions d'attractivité. On a fait un super business game. Je crois que Caroline est là, donc c'était top. Plein de jeunes d'école qui sont venus sur un projet professionnel et qui ont adoré. Donc j'espère que tous ces jeunes-là vont rester dans la profession. Donc vous comprenez qu'on est là dans la case attractivité. Kiffe ta compta, donc là c'est encore les plus jeunes, c'est un compte Instagram. Et on s'est dit aussi que lorsqu'un jeune cherche une école pour faire de la compta, pour faire nos métiers, mais il ne sait pas où les trouver. Donc on a créé un site internet, un job qui compte, qui permet de référencer toutes les écoles avec leurs spécialités, leur cursus, leurs compétences, leur formation, pour lorsque on a un jeune qu'on veut orienter, parce que qu'on a envie de ramener chez nous dans notre bel univers du chiffre, qu'on lui dise tu vas sur un job qui compte et là tu trouveras l'école qui te convient, l'école qui est près de chez toi, l'école pour faire un premier cycle, un deuxième cycle, l'école qui va bien. Et ensuite, en 2021, là, on y est avec la grande conférence que vous avez peut-être suivie ce matin, les métiers de demain. Donc on a un bouleversement là qui arrive. La facture électronique, à partir du 1er janvier 2023, va bouleverser nos pratiques, va faire en sorte que notre métier va structurellement changer. Donc ça va être vraiment un changement en profondeur de notre métier, de nos usages, de notre façon de faire, de notre façon de nous comporter avec notre client. La tenue de compta va a priori ne plus exister dans 4, 5 ans, 6 ans. On ne fera plus les TVA non plus et on ne fera plus les liasses fiscales. Donc la question est, dans 6, 7, 8 ans, alors on fait quoi, nos experts comptables, alors que c'est 50, 60% de notre chiffre d'affaires si on ne fait plus ça. Donc c'est le moment aujourd'hui de se réinventer et de se dire quel est mon métier demain. Je vais faire quoi? Donc on est tous professionnels libéraux ici, on est tous différents, on a tous des envies particulières. Il y en a qui vont peut-être faire de la gestion de patrimoine, d'autres qui seront peut-être spécialisés en pharmacie, d'autres qui vont peut-être faire de la RSE. En fait, vous allez faire ce que vous aimez, mais la question, c'est comment vous trouvez aujourd'hui ce que vous aimez, du DAF externalisé. Comment on fait? Et donc, c'est le fameux parcours de la transformation que j'ai présenté ce matin, qu'on a mis en place pour vous aider, vous les experts comptables, à trouver votre chemin. Et une fois que vous l'avez trouvé, il faut embarquer des collaborateurs. Et là aussi, c'est un gros chantier important. Et une fois que vous avez embarqué les collaborateurs, il faut que nous, experts comptables, nous apprenions à vendre ces nouvelles missions. Et là, c'est un gros chantier aussi parce que ce n'est pas tout à fait dans notre ADN. Donc, c'est un peu la roadmap, les 2, 3, 4 prochaines années. La facture électronique va nous pousser à nous réinventer. Ça fait 10, 15 ans qu'on le sait, qu'on nous dit l'automatisation, il faut changer, etc. Mais là, en fait, on a l'obligation de changer parce que tout va évoluer, les process. Donc voilà 2021, ce qu'on a commencé, les parcours de la transformation. Donc c'est tous les mardis, ça commence le 28 septembre. Pardon. Un mardi par mois et la première date, c'est le 28 septembre. On a référencé des mentors, on référence des coachs et on vous propose aussi un outil extraordinaire de gestion des compétences. Parce que si l'expert comptable tout seul dans son coin décide, alors je vous donne un exemple, de faire de la gestion de patrimoine, et qu'il n'a aucun collaborateur de toute manière qui peut accéder à ce niveau-là, il peut le décider, il ne se passera pas grand-chose dans le cabinet. Donc à un moment donné, il faut faire le diagnostic des forces en présence, le diagnostic des compétences qu'on a dans le cabinet, et ensuite faire un plan de formation. Donc on va acquérir un GPEC, donc un outil de gestion professionnelle des compétences qui vont vous servir, experts comptables, à faire cette transition au mieux. Et si l'ordre ne proposait pas ça pour les 3, 4, 5 prochaines années, ça serait
Dommage. Voilà. Alors, ça fait un an que Virginie travaille sur ce dossier. C'est assez original la manière dont on l'appréhende. Donc, l'idée, évidemment, c'est que le cabinet puisse se diagnostiquer, savoir quels sont les métiers vers lesquels il souhaite s'orienter, à partir de là, de quelles compétences il a besoin, de quelles compétences il dispose. Et donc, tout ça, il y a des outils en ligne qui seront accessibles gratuitement par les experts comptables pour pouvoir faire tous ces diagnostics et essayer de mesurer quel est le niveau de compétence des collaborateurs et quelle est leur adéquation avec le projet du cabinet. D'accord ? Donc, toutes ces étapes se font en fait à travers des outils qu'on va mettre à disposition gratuitement aux consoeurs et aux confrères. Mais la réflexion qu'on a eue ensemble, c'est de se dire que c'était quand même un chantier assez important de s'engager dans une transformation du cabinet et d'aller vers des nouveaux métiers. Et que ça semblait possible, peut-être pour certains très motivés, de le faire tout seul, grâce aux outils qu'on va leur mettre à disposition, mais qu'il y avait de grandes chances qu'il y ait besoin d'un accompagnement. Et dans la profession, on n'a pas l'habitude nécessairement de payer des honoraires pour se faire accompagner par des coachs ou des conseils quelconques. Donc on a en fait deux niveaux. Soit vous rentrez dans le dispositif qui, à partir du 28 septembre, consiste tous les mois à faire un rendez-vous et on aborde un sujet et puis on envoie un autre, etc. Et là, il y a un coût qui reste raisonnable puisqu'on est dans une sorte d'accompagnement distant et collectif. Mais sinon, on a qualifié et sélectionné à partir des contrôleurs qualité des coachs qui connaissent bien la profession puisqu'ils sont contrôleurs qualité, des mentors, pardon. Des mentors. Donc là, il y a un deuxième niveau, c'est d'avoir un mentorat avec un suivi par un contrôleur qualité qui s'engage à vous suivre pendant la durée de la transformation en vous prenant des rendez-vous réguliers. Donc là, on rentre dans un dispositif qui est un peu plus engageant, mais qui est payant, bien sûr. Et puis, il y a encore un dernier niveau, c'est avec le coaching. Là, on a une dizaine de coachs qu'on a identifiés. On est en train de référencer des coachs. Exactement. On a fait un appel à candidature. On a des dossiers qu'on étudie. On fait des entretiens de sélection. Donc là, on en a déjà sélectionné 4. J'en vois lundi prochain. J'enverrai encore une autre date. L'appel en candidature, on le renouvelle régulièrement. Pour que tout le monde puisse postuler. Moi, quand je me suis fait coacher, à titre perso, toi aussi, Laurent, eh bien, on ne pouvait pas appeler l'ordre pour savoir est-ce que vous connaissez des coachs spécialisés dans nos métiers. Maintenant, on aura des coachs, puisque ces coachs, on a prévu une journée de formation pour les sensibiliser à ce que c'est que l'environnement du métier d'expertise comptable, nos difficultés de recrutement. Donc, on pourra proposer des mentors qui sont d'anciens contrôleurs qualité, des contrôleurs qualité qui ont aujourd'hui cette appétence et qui le font dans le cadre aussi un petit peu du contrôle qualité et de la commission d'assistance confrère que je préside également. Donc, des contrôleurs qualité qui se sont portés bénévoles. Sur 140 contrôleurs, il y en a eu 15 qui souhaitent faire cette mission-là et nous allons les former pour ce mentorat de la transformation. Donc, on est en conduite du changement. Donc, on aura ces mentors. On a du coaching pour ceux qui souhaitent. On a les mardis de la transformation, un mardi par mois, complètement gratuit. On a l'outil de gestion des compétences qui sera gratuit aussi. Et on a toujours nos parcours, la Performance Academy. On a les parcours e-call, il y en a 3 pour transformer les collaborateurs. Et dans les petits nouveaux, on a également... Newbies, Newbies Academy pour choisir votre métier de demain. Donc là, expert comptable, on vous propose, j'ai envie de dire, là c'est entrée, plat, dessert, fromage, digestif. Enfin, vous avez tout ce que vous voulez, vous choisissez ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Et si vous voulez un accompagnement plus individualisé, eh bien là, ça sera payant avec des coachs, des mentors qu'on aura sélectionnés pour vous. Ça c'est un gros investissement. Je crois que c'est un peu plus de 400 000 € d'investissement sur 2021 pour la conception de l'ensemble du dispositif. Et comme l'a expliqué, alors c'est entrée plat dessert, mais sinon moi j'imagine plus une fusée en fait à plusieurs étages. C'est mieux, et en fonction, oui c'est mieux la fusée. T'es vraiment fort.
et en fonction de l'engagement que chacun souhaite prendre. On parle beaucoup de l'évolution de la profession, des métiers de demain, de la facturation électronique, de tout ça, mais encore faut-il donner des outils aux consoeurs et aux confrères, et il me semble que c'est la responsabilité de notre institution de laisser personne au bord de la route et de pouvoir accompagner tout le monde, quels que soient ses moyens. Ça peut se faire donc gratuitement, comme ça peut se faire payant, selon le niveau d'engagement et le souhait de chaque professionnel. On veut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sur la ligne d'arrivée. Alors, je crois qu'on a un peu fait le tour. On va laisser la parole à Max pour le rapport financier. Puis ensuite, après, je vous laisserai le temps de poser quelques questions. Et puis, on va garder une large place à l'intervention de notre président préféré, Lionel Canesi, tout à l'heure. Max, à toi. Alors, à moi. Moi, on va redescendre sur Terre parce qu'on nous a parlé de fusée, de super repas. Là, ça va être plus terre à terre, c'est des chiffres. Bon, vous savez tous ce que c'est que des chiffres. Donc je me suis dit que le canard costume gris, j'allais mettre une chemise à fleurs, au moins ce serait plus sympa pour présenter. Première chose, à quoi servent les cotisations? C'est ce qui revient souvent comme question. Et puis en même temps, on est tous les premiers à vouloir, c'est bien gentil, on donne des cotisations, mais elles servent à quoi? Première chose, 53% des cotisations que vous versez à l'ordre sont piquées par le Conseil supérieur. N'est-ce pas Lionel, hein? Excellente expression, mon cher Max. Piqué. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Ouais. Donc il y a 53% en fait de la cotisation qui part au Conseil supérieur, ce qui est logique puisqu'il nous représente au niveau national. Ça va mieux comme ça? C'est entre chauves, tu sais. Bon, évidemment, le reste va au Conseil régional. D'accord. Et ensuite, on a à peu près 2% des sommes qui proviennent d'autres produits. Donc ensuite, les cotisations... on vous a mis certains tableaux pour un peu vous expliquer comment se répartissent les charges au niveau administration générale, au niveau des pôles juridiques, etc., pour que vous ayez un petit peu une idée de comment sont réparties les différentes charges de l'ordre. Dans le pôle d'administration, forcément, c'est les charges de personnel qui représentent le plus gros, et les loyers, puisque c'est quand même... on est à Paris, et que les loyers à Paris, c'est cher. Voilà. On a donc les différents pôles, le pôle juridique, le pôle communication et projet, comme vous voyez à l'écran. Si vous avez des questions après, on pourra en discuter, mais ça n'a pas un grand intérêt de vous décortiquer tout ça. On en arrive au compte annuel de l'ordre de Paris, que l'ordre de Paris, puisqu'après vous aurez la présentation des comptes agrégés. Il faut savoir que dans les comptes agrégés, on a l'ordre, on a Inest, on a l'ASFOREF, on a ACE, on a Action Expert. J'en ai oublié personne? C'est bon. Super, c'est une bonne note. Et la SCI rue de Lande, voilà, oui quand même, on est propriétaire. Voilà. Donc vous pouvez constater que, voilà, on ne veut pas, la CRC ne veut pas nous donner l'autre moitié. Donc quand vous regardez les immunisations, elles ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'on a d'une part, dans les participations, 100 000 euros d'augmentation, puisque c'est notre participation chez Inest. Et ensuite, en prêt, 500 000 euros, c'est le prêt qu'on a octroyé à ACE pour les aider à se restructurer et à démarrer. Quand on regarde, je ne sais pas si on va regarder tout en détail, je ne sais pas si ça a une grande importance. Usagers, contrats attachés, ça c'est les cotisations dues, comment dirais-je, tu as déjà passé, il a déjà passé la suite, voilà. Il a estimé qu'on pouvait passer à la suite, il a bien raison. Voilà. Donc, malgré une année assez bizarre, finalement, l'ordre tout seul réalise quand même 1 million d'euros de résultats. Vous verrez qu'au niveau agrégé, c'est pas ça du tout, puisque évidemment, il y a l'ASFOREF et que tout ça, ne va pas l'un sans l'autre, d'accord. Les provisions de charges, c'est les cotisations qui sont dues. On a une règle, vous l'avez dans le détail du rapport financier, les différentes règles de pro. Voilà. C'est exactement la même chose que ce qu'on fait pour nos clients. Ça bouge pas. On en arrive au compte de résultats. Un petit peu moins de production, un peu moins de subventions, ça c'est les subventions de la CCI, je crois. C'est ça, hein? Oui, pas que, mais en fait, on avait un accord avec les chambres de commerce. Vous receviez en fait chaque année un petit courrier au mois de février qui vous invitait à collecter la taxe d'apprentissage auprès de la chambre de commerce de Paris. Et avec ça, puis il y avait aussi d'autres choses. Mais on avait une convention avec la CCI qui consistait à nous verser 480 000 euros, 380 000 euros par an.
Et donc, évidemment, la fin de la collecte de la taxe d'apprentissage les a incités à renégocier ces accords. Et donc, comme on ne fait pas que ça avec la Chambre de commerce, mais ils participent également aux universités d'été, on co-anime avec eux Transfert, qui est un vrai enjeu pour eux en termes de transmission d'entreprises dans la région. On fait aussi pas mal de choses en termes de prévention de difficultés d'entreprise, en termes d'accompagnement. Bref, donc on est dans une phase où la subvention se réduit de 380, on est passé à 250. Puis cette année, en 2021, on est déjà plus qu'à 120, je crois. Et l'année prochaine, on sera à 80. Voilà la situation. Bon. Les charges, elles, ont baissé parce que année Covid, donc il y a certaines choses qu'on n'a pas fait. Un webinaire, ça coûte moins cher que des locations de congrès et de salles. Moins de contrôle qualité, donc forcément les contrôleurs qualité ont moins touché d'argent, donc nous ça nous fait moins de charges, parce qu'on ne se voyait pas aller faire des contrôles qualité chez les confrères alors qu'ils étaient en train de se batailler pour survivre. Les produits financiers, ça bouge pas beaucoup, ça c'est en fait la remontée du résultat de la SCI. Et ensuite, en charge exceptionnelle, c'est les autres 500 000 euros, ceux-là en subvention et non pas en prêt, qu'on a fait à ACE pour restructurer toute l'école. Voilà. On en arrive maintenant au compte agrégé. Donc, ce qui est pour moi plus logique, puisque ça reprend toutes les participations qu'on a, et notamment sur la SFOREF. Donc ça me paraît un peu plus juste. Les immobilisations, les comptes agrégés, il faut savoir aussi qu'on remonte, évidemment, c'est comme une consolidation. On remonte notre participation dans la SCI. Donc c'est pour ça aussi qu'on a plus de terrain, plus de construction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les dettes, ça bouge pas des masses. Et les disponibilités, globalement, année Covid, on est passé de 5 millions à 4,6 millions. Ce qui est logique, puisque quand on fait des pertes quelque part, forcément, à un moment donné, ça se retrouve dans la trésor. Il y a des clients qui n'ont pas encore compris, mais nous, on le sait. Voilà. Le résultat de l'exercice, donc globalement, on est assez content parce qu'au départ, nos premières perspectives de 2020 nous inquiétaient grandement. Parce que année Covid, donc on avait très très peur, surtout sur la SFOREF. Parce qu'ils ont réussi à refaire des formations en web, mais au départ, c'était pas gagné du tout. Donc on arrive quelque part à avoir un résultat quand même de 200 000 euros globalement, ce qui n'était pas le cas du tout. Au départ, on tablait même sur une perte, je dirais presque du même montant. Donc l'année dernière, on avait un résultat agrégé d'1 million, là on a 200 000, mais finalement pour une année assez spéciale, on s'en tire pas mal. On est assez content. Les dettes sont à peu près les mêmes. Les dettes fournisseurs ont un peu augmenté, mais d'un autre côté, voilà, dette fiscale, sociale. Bon, enfin ça c'est. Alors c'est un petit peu logique aussi parce que comme la comparaison est un peu biaisée, parce que comme on a récupéré ACE, alors il faut savoir qu'ACE, on investit qu'en septembre, mais on n'a pas fait un écart d'acquisition comme on fait quand on fait une société, puisqu'on est plutôt associatif. Donc on a réintégré tous les comptes d'ACE au 31 décembre de toute l'année. Donc forcément, on a une partie de l'année d'ACE qui ne nous incombe pas, mais qu'on reprend quand même. Voilà pourquoi dans les dettes, on a plus de dettes que l'année dernière, puisqu'il y a un nouvel intervenant au sein du compte agrégé. Ça se revoit d'ailleurs ici. Vous voyez, les recettes augmentent, mais parce qu'on a aussi ACE qui est dedans. Et d'un autre côté, dans les comptes agrégés, on a aussi la masse salariale qui double, parce qu'on a récupéré ACE. Au départ, je voulais vous faire une petite blague en disant que je trouvais que le salaire du président de la CAF n'était pas terrible, donc je me suis augmenté. Mais je me suis dit que 2,5 millions, vous alliez trouver que c'était quand même pas terrible, c'était quand même pas logique. Donc la vraie raison, c'est les salaires ACE. Voilà, donc on arrive à un résultat d'exploitation de 600 000 euros quand même agrégé. D'accord. Au niveau des charges exceptionnelles, on a quand même une perte exceptionnelle globalement de 430 000 euros, ce qui fait qu'on arrive à un bénéfice de 200 000 euros globalement sur toutes les structures. Je crois qu'on a fait le tour. Je voudrais juste remercier, moi, l'équipe, tu as remercié tous les permanents. Moi, je voudrais remercier tous les permanents comptables, parce que je venais d'arriver cette année, je ne connaissais pas tout, j'ai découvert des choses. Et surtout, je leur ai assez régulièrement demandé des choses un peu au dernier moment, genre la veille du conseil, parce que j'ai besoin de ci ou ça. J'ai des réponses à 8h30, 9h le soir. Donc, moi, je dis merci à Anna et à toute l'équipe comptable. Voilà. L'équipe de tueurs. Voilà. Alors, je crois qu'il manque le rapport des censeurs quand même, non? Après le vote? Non. Il faut lire le rapport des censeurs et après, il faut aussi prévoir quelques questions, s'il y en a qui ont des questions, avant le vote. Alors, je ne sais pas si c'est possible de rallumer la salle. Voilà. Et les censeurs, ils sont où les censeurs?
Ah bah voilà, venez nous lire votre rapport, comme ça, voilà, ça permettra à tout le monde de préparer les questions qu'il souhaite préparer, puisque, sans vouloir vous spoiler le truc, je crois qu'ils ont certifié que les comptes étaient justes. Mais allez, je vous laisse faire, les amis. Ça marche ? Oui, ça marche. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire du gouvernement, chers consoeurs, chers confrères, en exécution de la mission de censeur qui nous a été confiée par votre Assemblée générale et en application de l'article 28 du décret du 30 mars 2012, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 sur la gestion financière du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France, la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget, la régularité et la sincérité des comptes annuels. Alors, les comptes annuels nous ont été communiqués pour contrôle le 30 mars 2021 par Monsieur le Président du Conseil régional de Paris. Ils ont été arrêtés sans modification par le Conseil réuni en session le 23 mars 2021. Tous les livres et pièces comptables ont été mis à notre disposition au siège du Conseil régional. Et dans le cadre de notre mission de censeur, nous avons vérifié par sondage ou au moyen d'autres méthodes de sélection les éléments justifiant des méthodes et informations figurant dans les comptes annuels. De même, nous avons porté une appréciation sur les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. En outre, nous avons vérifié la nature des placements financiers et analysé la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget approuvé par le Conseil régional. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les comptes annuels se caractérisent par un excédent de 1 88 353 € et un total bilan de 12 565 725 €. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la gestion financière et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes annuels avec le budget. Nous attestons donc que les comptes annuels qui vous sont présentés sont réguliers et sincères. Alors, je vais passer la parole à mon co-censeur qui va vous lire le rapport pour les comptes agrégés. Merci. Je vais vous faire grâce de la lecture complète du rapport, puisque la terminologie est égale. Simplement, les deux derniers paragraphes spécifiques. Les comptes agrégés se caractérisent par un excédent de 180 565 € et un total bilan de 20 658 773 €. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la gestion financière et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes agrégés avec le budget. Nous attestons que les comptes agrégés qui vous sont présentés sont réguliers et sincères. Merci à vous. Merci messieurs. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ah, Denis. J'aurais été malheureux que tu ne me poses pas une question. Bah. Je me recule un peu pour le travail du micro. C'est pas tant une question, tu imagines bien que quelques observations eu égard aux travaux qu'on a pu avoir ensemble sur cette année écoulée. J'espère que tu as autant de bonheur à travailler avec moi que tu as pu en avoir à travailler avec Philippe. Je suis très heureux de voir que Philippe est un de nos élus minoritaires qui a su mener pendant 4 ans ces travaux à tes côtés. Je pense qu'on peut dire qu'on travaille correctement ensemble et qu'on a des avis qui ne sont pas forcément toujours identiques, mais que ça nous permet quand même de construire la profession ensemble et d'avancer sur les sujets structurants pour la profession. On a 2 points majeurs, comme tu le sais. Nous avons voté contre les comptes en session au CRO. Assez logiquement, les élus de l'IFEC voteront globalement contre ces mêmes comptes pour les mêmes raisons, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on soit discordant entre la session et l'Assemblée générale. Ces comptes sont le reflet de ta politique, notamment sur le sujet de la CE Expertise, devenue Sup Expertise aujourd'hui Paris. Bientôt peut-être national, mon cher Lionel. Cette école nous a coûté 1 million d'euros aujourd'hui. On n'a pas encore vu de dépréciation ni d'amélioration significative en 2021 des comptes. Et on sait, toi et moi, que la période est quand même assez compliquée pour les étudiants, notamment pour l'apprentissage. La réforme des OPCO et la réforme des méthodes en fait, d'éducation font qu'on est quand même face à beaucoup de questions. On est aujourd'hui sur une véritable interrogation pour cet avenir au niveau de l'école. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'ordre de se pencher sur ce type d'activité ? Nous, on a déjà échangé, Laurent, ensemble. On considère
C'est-à-dire qu'il serait beaucoup plus cohérent, d'une part, de se rapprocher des syndicats, dont c'est le travail, de travailler au niveau de la branche sur la formation, et beaucoup plus cohérent aussi d'agir avec le ministère pour faire en sorte que la profession soit un petit peu plus, en tout cas que les diplômes soient beaucoup plus en raccord avec ce qu'attendent les cabinets. On a bien conscience que nos diplômes des CG, des SCG et Master CCA ne sont pas forcément toujours en adéquation avec les attentes des cabinets. Tu le sais sans doute aussi comme moi que faire évoluer le diplôme prend beaucoup de temps. Est-ce que acheter une école sans perspective très claire financière pour nous est le plus opportun? Ça reste pour nous une vraie interrogation. Je l'ai déjà dit l'année dernière, je le redis cette année, et on aura, je pense, l'occasion d'en parler encore dans les semaines à venir, notamment avec Virginie. Donc j'espère qu'on pourra attendre un vote et non pas un simple remplacement, si je peux me permettre de relever quand même le sujet avant de prendre ta présidence. Le deuxième point, c'est l'excédent de l'ordre. On est quand même chaque année sur des excédents assez importants, donc des excédents qui sont structurels, plutôt que de rembourser opportunément de temps en temps les consoeurs et confrères à la veille d'une élection. On trouve peut-être plus pertinent d'analyser réellement le besoin structurel du CRO pour adapter la cotisation à du concurrence. Je sais bien que l'effort est déjà important puisqu'on est à 1 euro pour les personnes physiques. Néanmoins, ça n'empêche pas le CRO d'encaisser plus de 6 millions d'euros de cotisation qui lui reste, modulo ce qui a été piqué par le Conseil supérieur. Donc je pense qu'on a quand même aussi une étude à faire sur ce sujet. Je compte sur Max et l'équipe de permanente qui s'investit effectivement brillamment, nos 50 permanentes qui œuvrent au quotidien aussi aux côtés des élus pour travailler à ces questions. En tout cas, donc voilà, c'est les points qui me paraissent importants de soulever pour cette année et qui n'en mettent en rien le plaisir qu'on peut avoir à travailler ensemble malgré les oppositions qui ne sont pas des oppositions de principe. Je tiens néanmoins à le soulever. Merci. Merci Denis de ta prise de parole. Mais j'ai envie de te dire que la réponse, elle est dans ta question. D'un côté, tu me dis, est-ce qu'on a les moyens de racheter une école et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait du million qu'on dégage chaque année à l'ordre? On a baissé les cotisations, on n'a pas arrêté de les baisser depuis 8 ans, ça a été entamé à l'époque par Julien, et on est passé d'une part fixe, qui était à l'époque de 55 euros, je crois, à 1 euro, comme tu l'as relevé. Aujourd'hui, les cotisations les moins chères de France sont les cotisations franciliennes. On s'est tapé la bourre pendant quelques temps avec mon ami marseillais Lionel quand il était président de PACA. Mais aujourd'hui, Paris est moins cher que PACA. Et donc, si vous êtes expert comptable, il faut mieux être installé évidemment à Paris. Vous avez plus de services et moins de cotisations qu'en PACA, même si la mer et la ville de Marseille a des attraits que je n'ai pas, mon cher Lionel. Donc voilà, donc on a été au bout du bout en termes de baisse de cotisations. Là, aujourd'hui, on a des excédents et le million qu'on a sorti, on a quasiment sorti 1 million chaque année depuis les 5 dernières années. C'est en partie aussi lié à l'acquisition des locaux avec la SCI du 50 rue de Londres. On a quand même remboursé un crédit, donc il ne passe pas en charge. Donc, ce qui fait qu'il y a une partie de ce résultat qui est quand même un peu artificiel en termes de trésor. C'est pour ça que la trésor n'a pas explosé sur les 5 dernières années, puisque le résultat il est lié à... il y en a ce remboursement d'emprunt qui va bientôt disparaître, puisqu'on est quasiment arrivé au terme du financement de l'acquisition de cet immeuble. Et donc, que faire de ça? Est-ce qu'il faut baisser encore les cotisations? Est-ce que renlever encore 10, 15 ou 20 euros par expert comptable, ça a du sens? J'en suis pas certain, en vérité. Alors que le sujet des confrères, aujourd'hui, il y en a deux, à mes yeux. Il y en a un, c'est ce que Virginie a pris en main, l'adaptation des cabinets à l'évolution du contexte, de la facture électronique, etc., etc. On ne va pas refaire tout le débat qu'on a eu. Et donc, il y a besoin d'investir massivement dans l'accompagnement des consoeurs et des confrères, parce que, évidemment, les petits cabinets qui sont tout seuls isolés n'ont pas les moyens de se payer des coachs et de se payer des séances de réflexion. Ils ont la tête dans le guidon. Ici, on n'est pas là pour leur offrir des services pour qu'ils puissent faire cette transformation. Je pense que ça va être un massacre. Donc il faut qu'on fasse ce job. Et le deuxième, il n'y a pas un confrère que je croise qui ne me parle pas de ces problématiques de recrutement. Alors j'ai pas de baguette magique. Moi je ne sais pas créer des collaborateurs qui ont 4-5 ans d'expérience et qui sont des responsables de mission et qui savent bosser. Ça je ne sais pas faire. Ce que je peux faire, c'est accompagner les écoles aujourd'hui qui sont un peu seules dans l'attractivité de la profession, dans la promotion de la filière. L'institution, depuis 30 ans que je suis inscrit à l'ordre, je ne l'ai jamais vu agir de manière forte et massive auprès des étudiants pour mettre en avant l'intérêt qu'il peut y avoir à devenir expert comptable ou à travailler dans un cabinet d'expertise comptable. C'est honnêtement le plus beau métier du monde. Et je partage cette conviction avec mes collaborateurs, et mes collaborateurs sont ravis de travailler dans mon cabinet. On est très 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 loin de l'image qu'on peut avoir d'esclavagistes, d'horaires de travail insupportables, de bosser le samedi, le dimanche. J'ai pas un collab qui vient bosser le week-end. Voilà. Et aujourd'hui, je suis pas un cas particulier. On est très nombreux. Il y a beaucoup de cabinets en Ile-de-France qui ont compris
qu'il fallait respecter ses collaborateurs, il fallait les accompagner, et il fallait leur offrir des missions diverses et variées, faire des augmentations de salaire régulières. Aujourd'hui, ils sont très bien payés, ils ont des conditions de travail hyper intéressantes. Personne ne le sait. Les étudiants ne le savent pas, ils partent tous en fac dans des filières. Voilà. Et le seul moyen d'être acteur de ça, c'est d'être au même niveau que les autres. Et moi, quand je me rapproche de la CE et que je vais voir ensuite le NOES, l'INES, l'ICSBG, l'INTEC et toutes ces écoles, et je leur dis maintenant, on va travailler ensemble dans l'attractivité de la filière, ils sont contents, ils sont ravis, ils se disent enfin, il était temps que l'ordre arrive. Voilà. Et moi, je ne sais pas quoi faire de mieux que de faire à la fois ce travail de formation et d'accompagnement des experts comptables pour les adapter au nouveau contexte et de mettre toute mon énergie dans l'attractivité de la filière, l'attractivité pour faire venir les collaborateurs qui, demain, j'espère, seront de plus en plus nombreux dans nos cabinets et on arrivera à résoudre ce problème qui est insupportable de ne pas savoir recruter et de perdre des missions, et de perdre du chiffre d'affaires, et de perdre du développement parce qu'on ne sait pas recruter, parce qu'on n'a pas les ressources potentielles. Donc voilà la politique qu'on envisage de mener et elle se traduit aujourd'hui par des actions concrètes. Le rapprochement avec la CE et la fusion qu'on envisage de faire avec la SOREF, on aura à se prononcer là-dessus dans les semaines qui viennent. Et puis l'engagement qui est pris par Virginie de lancer cette formation avec du monitorat, du coaching, etc. Voilà. Et tous les outils, Denis. Les Bibigger, les Bibuzzy, les formats e-call, l'autodiagnostic des normes, le diagnostic de performance, enfin tous ces outils aujourd'hui sont à disposition. Laurent, on a fait l'inventaire tout à l'heure avec l'utilisation par les experts comptables. Ça a l'air de leur convenir parfaitement. Donc on mutualise les cotisations pour rendre tous ces services qui, pour le cabinet qui est petit, on ne va pas s'inventer un outil de l'aide de mission. Moi, mon cabinet, il fait 15 collabs. Je n'ai pas les moyens d'avoir un informaticien qui me fait un projet de lettre de mission automatique. Donc, ces cotisations, c'est pour tous ces outils. C'est les soirées du e-recrutement. Voilà. Donc, on n'a certainement pas la même philosophie du rôle de l'ordre. Soit on imagine que l'ordre a un rôle régalien et tu sais que j'ai eu beaucoup de fonctions régaliennes, présidente de l'ordre, du tableau, présidente de répression d'exercice illégal, et aujourd'hui je suis présidente de la qualité. Donc c'est pas moi qui vais dénigrer le côté régalien de l'ordre des experts comptables. J'adore ces fonctions et on est là, et j'ai toujours mis beaucoup d'utilité aussi dans ces fonctions, au tableau de l'ordre par exemple. Mais il n'y a pas que le régalien. Et après, sur ta remarque sur les syndicats, je la partage. Honnêtement, je la partage. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as une profession qui est organisée avec un ordre, c'est l'ordre qui est l'interlocuteur des pouvoirs publics. C'est l'ordre qui est le fer de lance de la profession. Et bien sûr, ça devrait être les syndicats. Mais c'est le cas dans les professions où il n'y a pas d'ordre. Mais dans les professions où il y a un ordre, tu discutes avec les ordres. Et en fait, la filière, elle est représentée par l'ordre. Et seul l'ordre a les moyens d'investir dans une école. On aurait pu se mettre d'accord, enfin tu aurais pu peut-être te mettre d'accord avec le président de CF quand tu étais président de l'IFEC, mais je ne suis pas certain qu'ensemble, tous les deux, vous auriez eu les moyens et les ressources pour vous rapprocher d'une école et faire ça. Mais tu vois, il est là le sujet. Après, on peut le déplorer, mais c'est une réalité et il faut en tenir compte. Donc voilà, il n'y a pas malheureusement d'autre solution. Je t'écoute. Les coachs pertinents, adaptés. Et par exemple, à titre d'exemple, c'est un petit peu en marge de ça. Moi, j'ai voulu faire un site internet, je me suis fait coacher, j'ai pris quelqu'un, j'ai payé pas très cher, mettons 5 000 €, mais je suis très mécontent du résultat. Je ne suis pas satisfait du résultat. Il faut développer une marque, il faut présenter les produits, il faut savoir accrocher, il faut qu'on donne envie à nos clients de venir. Il y a des confrères qui y parviennent. Moi, je me suis fait coacher. Ça n'a pas donné les bons résultats que j'ai escomptés. Et c'est pourquoi le discours qui est présenté par Virginie, l'action de l'ordre, dans ce sens-là, me paraît très intéressant. Et puis, donc, il s'agit de poser des questions. Un jour, un professeur m'a dit, quand tu poses une question bête, que tu as l'impression que ta question est bête, tu rends service à tout le monde. Alors, ma question, c'est...
probablement as-tu déjà répondu quelque part à cette question, mais il y a un excédent de 1 million sur les comptes de Paris et 200 000 euros sur les comptes agrégés. Les 800 000, ils sont passés où, la différence ? Alors, la différence entre les comptes de l'ordre et les comptes agrégés, c'est qu'on a réintégré l'ASFOREF, qui est l'organisme de formation, et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on a une perte de 600 000 euros sur l'ASFOREF, qui est liée à l'annulation de toutes ces formations qu'on a fait. Habituellement, bon an, mal an, l'ASFOREF, c'est à peu près entre 200 et 400 000 euros de résultats positifs. Parce qu'on a des tarifs, on pourrait faire beaucoup plus de résultats sur l'ASFOREF, si on voulait. Mais on a des tarifs qui sont imbattables. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment un expert comptable va faire une formation ailleurs qu'à l'ASFOREF. Et tu payes 800 balles la journée de formation chez LexisNexis, Lefebvre ou je ne sais pas qui, alors ils sont plus nombreux. Enfin, Partenaire, voilà. Laurent. Pardon, voilà, mais bon, ils ont des formations d'excellente qualité. Mais à l'ASFOREF, on a des formations qui sont d'aussi bonne qualité avec des intervenants de très haut niveau en matière fiscale. Quand tu as Jean-Pierre Cossin qui te fait une journée sur la loi de finances, honnêtement, on se fout pas de ta gueule. Et ça coûte 380 euros la journée de formation. Tu vois, donc on est moitié prix. Voilà, mais malgré ça, on sort entre 200 et 400 000 euros par an. Mais là, on a annulé des wagons de formation. Avec le Covid, le 15 mars, ça s'est arrêté. On n'a pas pu refaire une seule séance physique. On aurait pu aller au massacre. Heureusement, les équipes de l'ASFOREF ont réagi très rapidement. Et dès le 1er avril, on a commencé à sortir des webinaires. On a retravaillé toutes les formations d'une journée en les découpant en demi-journées. Les formations de demi-journée, on en a fait des modules de 2 heures. Enfin, tu vois, on a fait un gros travail. Donc, ce qui fait qu'on a limité la perte de l'ASFOREF à 600 000 euros. Et puis, quand on a repris la CE, tu as vu qu'il y avait des produits exceptionnels et des charges exceptionnelles. On a aussi engagé des charges de restructuration. Et la CE, et comme l'a soulevé et relevé à juste titre Denis, aujourd'hui, ça perd de l'argent. Ça perd de l'argent parce qu'il y a eu la réforme du financement des organismes de formation. Avant, on collectait une subvention de la région et on allait les voir avec la liste de nos effectifs et notre budget de dépenses. Et on leur demandait de donner de l'argent. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu as un alternant, tu prends 7 200 euros coût contrat, et donc si ton alternant il n'a pas d'école, bah, tu le formes gratuitement jusqu'à ce que tu aies une école. Tu n'as pas le droit de le prendre 1 euro à l'alternant, c'est gratuit la scolarité. Et donc cette bascule de réforme, ça nous a coûté 800 000 euros sur la CE. Tu vois, donc il a fallu le compenser, donc on a mis en place un plan de départ, hein. On a fait un mini licenciement, on a recalé les horaires des profs, enfin bon bref, on est en train de restructurer cette école, il y a du travail, et donc on va encore perdre de l'argent en 2021, on va encore en perdre en 2022, j'espère moins, tout va dépendre en fait de la collecte de la taxe d'apprentissage et des résultats de la rentrée scolaire qui a lieu en ce moment. Aujourd'hui, on est à 80% des objectifs. Il nous reste encore quelques étudiants à placer et à recruter. On n'est pas aujourd'hui encore complètement calé sur la refonte de la CE. Mais c'est un travail qu'il faut qu'on mène. Et effectivement, ça va peut-être nous coûter 2 ou 3 millions d'euros au total d'avoir repris cette école et de l'avoir restructurée et de pouvoir l'accompagner. Donc l'écart, on est passé d'1 million à plus de 100. Les 800 000, c'est 600 000 de l'ASFO, 200 000 de la CE. Voilà l'explication. Le reste, c'est zéro, parce que le résultat de la SCI, il est remonté dans les comptes de l'ordre, puisque il n'y a pas de intégration fiscale. Voilà. Et Action Expert, qui est la société qui organise les salons, elle est à zéro. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais il y a Lionel qui doit avoir plein de trucs à nous dire. Oui, alors c'est bon, on arrête les questions, on vote. Alors, on vote. Qui et contre le rapport moral. Alors, on avait voulu faire des votes en ligne avec des machins, puis on s'est dit que ça serait trop compliqué. Alors voilà, on va lever la main. Donc, ceux qui sont contre lèvent la main. Après, ceux qui s'abstiennent lèvent la main. Et après, ceux qui sont pour, on va dire que ce sont les autres. Hein, si ça vous convient, hein, sinon on va y passer la journée. Donc, rapport moral. Qui approuve le rapport moral? Donc, qui est contre? Qui est contre le rapport moral? Unanimité. Ah non, pardon. Qui s'abstient? On va y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai tout le monde ou pas? 8. Ils se foutent de moi, ils font exprès, tu vois. Puis là, ils repassent la main, ils remontent la main. Alors, 8 abstentions et unanimité des 6199 experts comptables. Voilà. Approbation du rapport financier. Qui est contre le rapport financier? Alors, les mêmes, on dit? Allez, 8. 8 contre. Qui s'abstient? Eh bien, donc le reste approuve. Qui est contre l'affectation du résultat au poste de réserve?
Ok, qui s'abstient? Ah, ok, donc unanimité sur l'affectation en réserve. Qui veut devenir censeur de l'ordre? Est-ce que les censeurs sortants sont candidats à leur renouvellement? Expliquez-le clairement. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Eh bien, qui est contre le renouvellement de nos amis censeurs ici présents? Qui s'abstient? Eh bien, vous êtes réélus à l'unanimité. Félicitations, messieurs, pour votre travail. Et donc, le moment que vous attendiez tous, le beau, l'unique, le seul, le grand, le chauve, mon ami, le président du Conseil supérieur, Lionel Calesi. Lionel, si tu veux venir au pupitre. Tu te mets où tu veux. T'as un pupitre. On t'a mis ton truc. Il est là. Bon, sinon, je le fais avec ça. C'est toi qui vois. Comme tu veux. Allez, vas-y, installe-toi. Non, je vais rester debout. Debout, assis. Ça, c'est à tes comptes. C'est ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Avant de saluer quelques personnalités, je voudrais déjà... Lève-toi, s'il te plaît, viens. Là. Parce que bon, il a quand même annoncé que dans quelques mois, il passerait la main. Alors, il y aura un vote, bien évidemment, hein, cher Denis. Bon, après, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense sur l'issue. Mais je pense qu'on peut applaudir Laurent, qui va finir ses 5 ans de présidence, qui a fait un gros boulot au service des experts comptables franciliens. Voilà. Je crois que ça mérite des applaudissements. Allez. Bravo Laurent. Alors je voudrais en profiter pour saluer quelques personnalités. Hein. Donc déjà ceux qui m'accompagnent dans cette mission au niveau du Conseil national, hein, parce que toutes les actions que je vais vous présenter, qu'on peut mener, c'est aussi parce que j'ai une équipe autour de moi, une équipe motivée, dynamique. Donc en premier lieu, celui qui est mon premier vice-président, hein, donc mon ami Jean-Luc Flabeau. Voilà, merci de m'accompagner. Michael Fontaine, qui est en charge de tout le secteur réglementaire, avec un leitmotiv, hein, c'est simplifier notre exercice professionnel. Voilà. Et Michael excelle dans ce domaine, donc voilà, on travaille de façon très avancée sur tous ces sujets. Je vois Alexandre Touami aussi, qui est élu au Conseil supérieur. Donc voilà, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur, c'est cette notion d'équipe. Et puis, je ne peux pas oublier mon ami Hervé. Hervé qui est sur 2 sujets fondamentaux pour la profession, Hervé Bégaud, la data, dont je vais vous parler, et puis aussi la normalisation extra-financière, qui est un sujet d'avenir pour la profession sur lequel il faut vraiment qu'on s'empare, qu'on arrive à être capable de mettre en place des outils pour que tous les professionnels aillent sur ces sujets. Alors, depuis le 15 décembre, c'est quoi l'action de la nouvelle équipe à la tête de la profession? On avait une priorité absolue, c'est replacer l'expert comptable au cœur de l'économie. On est tous massivement, depuis le 16 mars, investis comme jamais pour accompagner, sauver les entreprises dans cette période de crise, et maintenant dans une période où on travaille à la relance, préparer la relance de l'économie. Ça, c'est des sujets qui sont importants. Et notre profession a été trop souvent absente sur ces sujets dans les ministères, dans les médias. Donc on a voulu inverser ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le 15 décembre, j'annonce lors de ma prise de fonction que nous allons faire un marathon au rythme d'un sprint. Que les experts comptables, les économistes du quotidien, les chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise vont aller au front pour porter des propositions auprès du gouvernement, auprès des différentes administrations et bien évidemment dans la presse pour accompagner la relance de l'économie de notre pays. C'est une cause nationale. Il en est sorti quoi ? Le 17 décembre, on lance les 50 propositions. Une grande enquête dans la profession, 5000 experts comptables qui répondent, qui aboutissent à 50 propositions. Les 50 propositions de la profession, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être enfin écoutés, consultés et respectés dans les ministères et auprès des différentes administrations. C'est quelque chose qui est capital. Qui de mieux qu'un expert comptable aujourd'hui pour dire ce qui se passe dans les TPE-PME? Comment on les accompagne? Comment est-ce qu'on peut faire de la prévention des difficultés? Comment est-ce qu'on peut améliorer leur quotidien? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces entreprises, parce que si on ne veut pas qu'il y ait une vague de dépôt de bilan massive, il faut que ces entreprises sortent en vie. Et qui peut accompagner
Mieux qu'un expert comptable, personne. Et donc, on a fait ce travail. Aujourd'hui, parce que vous allez me dire, c'est bien beau, 50 propositions, ça peut être une opération de com, ça peut être plein de choses. Est-ce qu'il y a des résultats? Parce que la seule chose qui compte au-delà des paroles, c'est les actes et les résultats. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 12 mesures parmi les 50 propositions qui ont été adoptées, qui sont en vigueur. Vous savez, c'est facile, hein, les 50 propositions, elles sont en ligne, on regarde ce qui a été adopté depuis, et puis on fait le décompte. Il y en a 10 qui sont en cours d'élaboration, 8 à l'étude. Tout à l'heure, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un grand plan pour les indépendants. Et ben, on travaille depuis le début avec Alain Griset, avec les différents services, sur ce plan. Vous allez voir jusqu'où va aujourd'hui la consultation de la profession en amont des textes. Il y a un sujet qui est important, c'est les 3 dispositifs aujourd'hui qui sont en vigueur et qui ont été coécrits par le Conseil national avec les pouvoirs publics. Moi, je veux aussi en profiter, et monsieur le commissaire du gouvernement, vous en êtes le représentant dans la région, remercier les administrations, et Laurent l'a très bien fait tout à l'heure, qui depuis le 16 mars se sont mis au service des entreprises. Moi, j'ai découvert dans ma prise de fonction, parce qu'on arrive, on a peut-être des préjugés. Alors, j'avais vécu en tant que président de PACA l'investissement de l'administration pour sauver les entreprises en PACA. Et on se dit peut-être qu'au niveau national, ils sont déconnectés de plein de choses. La réalité, c'est qu'on a aujourd'hui à la DGE, à la DGFIP et au Trésor, et à la DGT au Travail, des hauts fonctionnaires qui n'ont qu'une envie, accompagner, aider et sauver les entreprises. Sauf qu'il leur manquait, pour faire le lien entre la volonté et le terrain, les experts comptables. Et c'est ce rôle qu'on joue depuis le 15 décembre. C'est ce rôle qui est essentiel. Dans nos 50 propositions, il y a le dispositif coût fixe. Rappelez-vous, fonds de solidarité, 1 500 €, puis 10 000 €, jusqu'à 200 000 €, etc. En mars, sort le dispositif coût fixe, coécrit par le Conseil supérieur, la DGE et la DGFIP. C'est quoi le coût fixe? Dans les discours que j'ai eus, que ce soit avec Jérôme Fournel, que ce soit avec Alain Griset, avec Olivier Dussopt, c'est dire le fonds de solidarité, c'est bien, mais ça sous-poudre tout le monde. Et là, il faut aussi regarder ce qu'a été capable de mettre en place la DGFIP pour indemniser des millions d'entreprises très rapidement pour leur permettre de se sauver. Sauf que ça crée des effets d'aubaine. Des entreprises qui n'en ont pas besoin touchent, et d'autres qui en ont encore plus besoin n'ont pas assez. Quel est le meilleur indicateur de la perte d'une entreprise? Évidemment, c'est le BE. J'ai un EBE positif, j'ai pas d'aide. J'ai un EBE négatif, je suis indemnisé. Et donc, on a coécrit le décret avec la DGE, la DGFIP. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une indemnisation coût fixe sans attestation de l'expert comptable. On le voit bien, l'attestation de l'expert comptable, tiers de confiance, c'est le texte. Bruno Le Maire a annoncé la semaine dernière la fin du quoi qu'il en coûte. Et qu'on allait aller dans l'individualisation des dispositifs d'aide, les secteurs d'activité en difficulté, et les entreprises réellement en difficulté, parce qu'on peut très bien avoir dans des secteurs d'activité des entreprises qui s'en sortent bien, d'autres qui sont en difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dispositif qui va rester, c'est le coût fixe. On est encore, et toutes les semaines, en relation avec la DGE et la DGFIP. On a fait des émissions Fuse Experts sur le sujet avec ceux qui écrivent les textes. Oriane Chenin à la DGE et Bastien Lorca à la DGFIP. Voilà. Parce qu'on a aussi la volonté de vous amener les meilleurs spécialistes sur les sujets pour que vous soyez au courant des derniers dispositifs. Ce qui est important, c'est que chacun d'entre vous, vous ayez les derniers textes à jour. Et j'y reviendrai juste après. Le dispositif sur stock. Alors, le dispositif sur stock, c'est après ce que je vais vous raconter sur le dispositif sur stock. Vous me dites, on n'est pas écouté et consulté en amont. Je vais essayer de le faire vite, hein, parce qu'il est 17h55. Laurent, tu m'as dit 18h30. Bon, donc 18h15-20, j'essaye de finir. Bon. On est en mars, et il y a un événement organisé par la Tribune sur les startups. Et donc, à cet événement, je dois à la fois faire une conférence sur la souveraineté économique, et après, je remets un prix à une start-up. Donc, entre les deux, il y a 1 heure de battement. Je descends dans la salle, on était au Grand Rex. Je m'installe, je reprends mon téléphone et je reçois un mail en direct d'un conseiller, d'un ministre de Bercy, me disant « Monsieur le Président, j'ai besoin de votre avis. On a un dispositif dans la tête, mais voilà, on a besoin de votre avis sur le sujet. » Qu'est-ce que je fais? Moi, je sors de la salle. Alors, j'envoie pas. Normalement, ce qu'on m'a raconté, c'est que je devrais envoyer ça à ma secrétaire, qui envoie à la secrétaire pour prendre rendez-vous. Enfin, franchement, il y a un numéro de téléphone. Je sors, j'appuie sur le numéro de téléphone. Et donc, je passe 1 heure au téléphone avec le conseiller.
Leur idée, c'était de mettre en place un dispositif sur stock. L'idée est bonne. Des entreprises qui, avec le couvre-feu, ont des stocks, et surtout une petite entreprise. Enfin, moi, je suis né dans un magasin de chaussures à Ajaccio. Donc les problématiques des commerçants, je connais bien, du stock. Un commerçant qui loupe sa saison, il peut être en difficulté et déposer le bilan. Donc d'indemniser les entreprises sur le surstock, c'était surtout sur l'habillement, parce qu'on parle de l'habillement, on parle de la chaussure, ce qui en plus me permettait de lui expliquer comment ça marchait dans un magasin de chaussures. Le sport, c'était les dispositifs, les secteurs qui étaient visés. Sauf que le processus qu'on m'explique, c'est une usine à gaz impossible à mettre en œuvre. Il aurait fallu qu'on soit capable, en plein mois de mars, d'attester le stock au 31 mars, qui était présent au 31 décembre, mais qui n'avait pas été acheté entre le 31 décembre et le 31 mars. Waouh! Vous voyez un peu le truc. Et donc j'explique au conseiller, je lui dis, moi j'ai 2 options à vous proposer. Soit on prend les bilans arrêtés, 31 décembre par rapport à 31 décembre, 31 mars par rapport à 31 mars, 30 juin par rapport à 30 juin. L'avantage, c'est qu'en plus, quand on connaît ces activités, c'est qu'elles sont cycliques. Moi, mon père, il achetait ses chaussures d'été en hiver, et il recevait en janvier son stock. Donc on a des variations de stock qui auraient pu fausser si on prenait à une date au 31 mars. Alors que si on prend les bilans arrêtés, normalement, il n'y a pas de problème. Et la deuxième idée que je lui dis, je dis, mais ça peut aussi être compliqué parce qu'il faut arrêter les bilans, c'est un montant forfaitaire. On prend un montant forfaitaire d'un dispositif. Il me dit, super, ça m'intéresse ce que vous me dites. Est-ce qu'on peut, demain matin, faire une réunion avec vos équipes? Donc moi, j'envoie un mail aux équipes en disant, demain matin, il faut qu'on fasse une réunion avec Bercy pour travailler sur ce sujet. Je fais ma remise de prix, je rentre chez moi, je me douche, je me couche, il est 23h. Vous voyez la scène. Hein. Téléphone sonne, c'est le conseiller. Je dis, je décroche pas, je peux pas ne pas décrocher. Je suis en caleçon, chez moi. Bon. Vous voyez vraiment la scène. Hein. Et donc je décroche. Bonsoir Monsieur le Président, merci de décrocher. Je suis avec le ministre. Et là j'entends derrière, bonsoir Lionel, bonsoir Président, bonsoir Monsieur le Ministre. Il me dit, super ce que vous avez proposé à mon conseiller, mais j'ai un problème, on n'arrive pas, on a d'autres problèmes. Donc je me lève, je m'installe dans ma cuisine, une grande feuille de papier, comme je fais avec mes clients. Sauf qu'avec mes clients, je ne suis pas forcément en caleçon. Et j'écris les données de l'équation. Et je dis au ministre, vous inquiétez pas, avec les experts comptables, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. À minuit, on raccroche. Le lendemain, à 18h15, il annonce sur RTL le dispositif sur stock, 80% du fonds de solidarité de novembre. C'est là où on a un rôle à jouer. Et c'est là, aujourd'hui, c'est les discussions qu'on a dans les ministères, c'est qu'on est identifié, non pas comme des gens qui en font des actions corporatistes, mais comme des experts de l'économie qui apportent des solutions concrètes pour leurs clients. C'est ça qui est capital. Donc vous voyez le dispositif sur stock. La procédure simplifiée. Dans les 50 propositions, il y a une mesure qui est étalement des dettes des entreprises sur 10 ans. On le sait bien, les petites entreprises, entre les dettes PGE, les emprunts qu'ils avaient avant, les reports de charges, certaines n'arriveront pas à payer sur 4-5 ans. Est-ce que ça coûtera plus cher à l'économie d'étaler ses dettes ou d'avoir des dépôts de bilan immédiats? Et donc on a réussi à convaincre qu'il fallait étaler ses dettes. Moi j'avais une idée, en fait on a proposé 2 choses. Donc il y a celui qui a abouti, le dispositif, et on a passé des mois avec le cabinet de Bruno Le Maire à travailler sur le sujet. La première c'était de faire, et on était d'accord avec la CPME sur ce sujet, c'était de faire un nouvel emprunt, un nouveau PGE, qui reprenait toutes les dettes et qui repartait sur 10 ans. C'était une idée. Le problème, c'est qu'on s'est heurté à la Commission européenne. C'est-à-dire que le PGE, les conditions de remboursement, la garantie de l'État, c'est la Commission européenne. Et donc là-dessus, on n'a pas pu. C'est pour ça qu'on a obtenu la procédure de sauvegarde simplifiée. Je vais au tribunal de commerce, je dépose le bilan, procédure simplifiée, 3 mois, et je pars sur 10 ans. C'est pour qu'on accompagne nos entreprises à avoir une solution s'ils en ont besoin. Voilà, procédure de sauvegarde simplifiée. C'est ce que j'ai signé avec Bruno Le Maire quand on était à Bercy en juin sur tout le protocole de sortie de crise. Et vous voyez que les experts comptables ont une place privilégiée puisqu'ils sont dans un article très haut, parce qu'on est aujourd'hui à l'initiative de ce sujet et qu'on porte ce sujet. Voilà. C'est ça qui est capital. Aujourd'hui, la profession, elle est attendue là-dessus par le gouvernement, elle est attendue sur ces sujets par les administrations, et on est présent. On a encore une réunion demain sur un dispositif. Ça, c'est quelque chose qui est important maintenant. Maintenant, ils ont pris ce réflexe, experts comptables, et on n'a pas le droit de les décevoir. C'est simple. On fonctionne comme avec nos clients.
Notre client a un problème, on trouve une solution. L'administration a un problème, on trouve une solution. Et aujourd'hui, ça marche bien. La meilleure recette pour avoir un dispositif qui fonctionne, prenez une dose de Bercy, une dose des experts comptables, malaxez tout ça, et on a un dispositif qui fonctionne. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et vous verrez au congrès, et c'est Jean-Luc qui en est le rapporteur, vous verrez au congrès, on aura une plénière où on aura Jérôme Fournel, le patron de la DGFIP, on aura Thomas Courbe, qui est le patron de la DGE, et on aura Sébastien Raspillier du Trésor, qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour sauver les entreprises, comment les experts comptables ont accompagné depuis décembre Bercy dans la mise en place des dispositifs. Voilà, c'est ça. Et aussi se projeter sur l'avenir, parce que c'est quelque chose qui est important. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi faire savoir ce que nous faisons. On est à l'ère de la communication. Et notre profession, elle était confinée depuis trop longtemps. On a peur d'aller dans les médias pour expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons, que nous sommes les économistes du quotidien. Il fallait que ça s'arrête. Et donc, depuis le 15 décembre, je ne sais pas ce que j'ai avec le 15 mars, depuis le 15 décembre, on y va. Et tout ce que je vous présente là, ce sont tous les passages médias que nous avons faits au niveau national depuis, pour un coût de 0. Il n'y a pas d'agence de presse, il n'y a pas d'agence de communication. Tout est géré à l'intérieur du cabinet. Quand on a des choses intéressantes à dire, la presse prend. Puis moi, je pars du principe que quand on paye une communication de presse, ça veut dire que le message n'est pas bon. Si on paye pour dire quelque chose, c'est que ce n'est pas forcément intelligent. Si c'est intelligent, la presse reprend. Et je vous dirai tout à l'heure ce qu'on a fait avec les Échos et combien ça a coûté. Après, ce qui était important aussi pour nous, c'était de remettre l'institution au service des professionnels. Laurent l'a expliqué, il a baissé les cotisations à Paris, il rend des services aux professionnels. Le Conseil supérieur ne devait pas regarder les experts comptables comme des extraterrestres. Le Conseil supérieur devait se mettre à la disposition des experts comptables. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par faire de la gratuité. Il y a quelque chose qui est une base documentaire exceptionnelle, qui est les analyses sectorielles. Un jeune qui s'installe ou un expert comptable installé qui a un prospect dans un domaine d'activité qu'il ne connaît pas, maintenant il peut télécharger gratuitement les analyses sectorielles où on a tout. La compta, le fiscal, le social, l'économie, les problématiques comptables particulières, c'est gratuit. Le kit profession libérale, c'est la même chose sur les professions libérales, c'est gratuit. Le site internet d'Infodoc Expert, qui est une base de données fiscale, sociale, juridique extraordinaire, maintenant elle est ouverte gratuitement. Ce qu'on n'a pas ouvert gratuitement, parce que ça posait de gros problèmes d'organisation et puis de recrutement et de coûts, c'était les questions. Vous avez le droit de poser des questions à Infodoc qui répond, et ça c'est payant. Par contre, ce qui est toujours gratuit, ce sont les questions sur le Covid. 12 000 à ce jour en 2021. C'est-à-dire que les services d'Infodoc Expert ont répondu à 12 000 questions de professionnels sur l'année. Pourquoi? Parce qu'en plus, maintenant qu'on est en amont des décrets, c'est facile, on connaît les textes. Donc on peut les préparer, on peut analyser et on peut préparer les réponses. C'est pour ça qu'on a mis en place la Covid News. Aujourd'hui, ce que j'ai demandé, c'est ce que je faisais en PACA, ce que Laurent faisait à Paris. On est 21 000. Moi, quand j'étais président de PACA, j'avais 2000 experts comptables. Quand les textes sortaient, les décrets, puis quand on lit un décret, c'est pas forcément facile de comprendre l'analyse du décret. Et remplace au 3e alinéa le mot... Donc l'idée, c'est qu'à 8h du matin, dès qu'un décret sort, vous l'ayez dans votre boîte mail. Et avant midi, il faut qu'il y ait une analyse technique du décret. Plutôt que 21 000 experts comptables qui cherchent, on met les forces du Conseil supérieur à disposition de la profession. Et avec Infodoc Expert, on a des gens, Conseil supérieur, de très très grands talents. Un Patrick Viau sur la fiscalité, une Alice Fage sur le social. On a vraiment des gens qui, en plus, sont en contact avec les ministères, on l'analyse des textes. Voilà. Et ça, on l'a mis en place. Et pour aller plus loin, parce que, pareil, on est 21 000, certains cabinets ont les moyens de collecter les textes, de faire des newsletters pour leurs clients, etc. Beaucoup n'ont pas ce temps disponible. Et on a mis en place tous les 15 jours, 3 semaines, vous avez une newsletter toute prête qui arrive du Conseil national. Vous la récupérez, vous mettez votre logo, vous envoyez à vos clients. Et ça reprend les derniers textes. Voilà. C'est ça aussi qui est important, servir et être utile. Autre élément, la décentralisation du DEC. Pendant la campagne, j'ai promis de tout faire pour décentraliser le DEC. Premier rendez-vous avec le ministère de l'Enseignement supérieur, on pousse, on l'obtient. En mai, décentralisation dans les Outre-mer. C'est quand même
compliqué pour quelqu'un qui vit en Outre-mer de prendre l'avion, se loger, passer le deck à Arcueil, repartir entre le coût, la difficulté, etc. Au mois de mai, les Outre-mer ont passé le deck chez eux. En novembre, je viens d'avoir la confirmation. J'attends d'avoir le courrier officiel de la ministre de l'Enseignement supérieur pour communiquer à la profession, mais les services nous ont dit que c'était validé. Le DEC va se passer en région. C'est-à-dire que les gens pourront passer, des gens qui habitent à Marseille passeront le DEC à Marseille. Ceux qui sont à Nice passeront à Marseille puisque c'est l'académie. Mais dans chaque région de France, on pourra passer le DEC. Donc ça fera des déplacements en moins et ça fera de la proximité. Voilà. Ça, c'est un sujet qui est important. On est en train de regarder sur la partie mémoire. Les Outre-mer, c'est en visio. Ils ont des problématiques. Pour l'instant, ça devrait encore se passer à Paris, les mémoires. Sauf les Outre-mer où ça sera en visio. Ils ont des problématiques de salles. Moi, je leur ai dit au premier étage du Conseil national, j'ai plein de salles équipées de visio. Je vous les mets à disposition gratuitement. Donc, ils sont en train d'y réfléchir. Mais c'est important aussi qu'on puisse passer le DEC près de chez soi. Le contrat groupe. Le contrat groupe avec Vesperen arrivait à échéance. Donc, on a négocié 2 choses. La première, la couverture passe de 500 000 à 1 million à cotisation égale. Pas de cotisation supplémentaire, vous êtes couvert maintenant jusqu'à 1 million. La deuxième chose, parce que l'installation des jeunes, c'est quelque chose qui est important pour une profession. S'occuper de sa jeune génération, c'est prévoir l'avenir de la profession. Et bien maintenant, un jeune qui s'installe, il aura 2 ans de gratuité sur le contrat groupe. Une assurance responsabilité civile pendant 2 ans. Voilà. C'est ça aussi qui est important. Servir et être utile. Bon, la création de la chaîne télé, je passe. Allez regarder sur Fuse Expert TV. Tous les sujets techniques, Covid, ils sont étudiés. Et à chaque fois, on va chercher les principaux sachants sur le sujet. Quand on fait le coût fixe, Oriane Chenin qui écrit à la DGE, Bastien Lorca. Quand on fait le dispositif Un jeune, une solution, on a Thibaut Guilly qui est le haut-commissaire qui est là. À chaque fois, on va chercher celui qui est capable de vous apporter les meilleures réponses. C'est ça qui est important. Ça dure 45 minutes en général. C'est animé par un journaliste pour que ça soit péchu. C'est en replay. Donc voilà, vous le regardez, vous regardez un quart d'heure, vous regardez une demi-heure après. Voilà, et vous avez à disposition. C'est quelque chose qui est important parce que c'est fait pour vous que vous ayez les dernières informations un jour. Donc on a même été plus loin, je vais passer rapidement, parce qu'après j'ai quand même toute la partie indépendance numérique où je vais vous parler de certains sujets. Donc voilà, on est allé sur Un jeune solution, sur le manifeste à inclusion, parce que c'est important que la profession aille aussi au-delà de là où on l'attend habituellement. L'indépendance numérique. J'ai été élu avec mon équipe sur un projet au suffrage universel direct. Depuis le 15 décembre, on a notre feuille de route, on déroule. C'est pas compliqué, hein. Vous regardez le programme, vous regardez nos actions, et vous pouvez cocher. C'est exactement ce qu'on fait. Alors l'indépendance numérique, c'est bien d'en parler, mais après il faut mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? On a 3 priorités. La première priorité, c'est la data. Alors la data, tout le monde en parle. Mettez 2-3 mots d'anglais, data scientist, data engineer, data ce que vous voulez, et puis vous avez l'impression que vous faites savant. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Moi, quand je suis arrivé au Conseil supérieur, il n'y avait rien dans les cartons sur la data. La seule chose qu'il y avait, et ça a été fait à l'époque par Gérard Ranchon, je crois que c'est Joseph qui était président, c'était Image PME. Et donc, il y a la modernisation d'Image PME, mais l'Image PME qui sert beaucoup. Moi, quand j'étais président de PACA, je m'en suis beaucoup servi. Ça permet d'être la vigie de l'économie, donc c'est l'analyse du chiffre d'affaires par secteur d'activité dans les régions ou au niveau national. Super. Mais ça ne suffit pas. Donc depuis janvier, j'ai poussé pour qu'on ait les SIG et le bilan. Et c'est comme ça qu'on a été capable, en mai, d'être les premiers à sortir dans les Échos l'analyse de l'endettement, l'analyse du résultat des TPE-PME de notre pays. Regardez la crise actuelle, d'être les premiers en capacité de sortir les résultats des entreprises. C'est la une des Échos, c'est une pleine page dans les Échos. C'est les Échos qui m'ont appelé pour me demander l'exclusivité. Coût, 0. On a des mines d'or dans la profession. Maintenant, il faut s'en servir, il faut mettre en place. Donc c'est pour ça qu'on est en train de créer le département data, et c'est Hervé qui pilote avec Jean ce sujet. C'est quelque chose qui est capital. Et vous verrez, dans les semaines qui viennent, dès que ça sera prêt, je vous annoncerai aussi le rachat de sociétés, parce que aussi le Conseil supérieur doit aussi se structurer. Et la data, c'est un sujet qui est capital pour l'avenir de la profession. Ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de poser les fondations de la profession des années à venir, mais pas pour une certaine élite, pour la totalité de la profession.
Ma responsabilité, c'est d'emmener avec moi les 21 000 experts comptables de France, et pas certains. C'est ça qui est important. Emmener toute la profession dans le TGV du numérique qui est lancé. Vous savez, le numérique, c'est facile. Soit on le regarde passer, soit on monte dedans. On ne peut pas le combattre. On ne va pas se transformer en Don Quichotte devant les moulins à vent. Le numérique, on ne le combat pas, ça avance. Donc on a décidé d'y aller. Sur la data, on a aussi décidé de lancer au niveau national une initiative que j'avais prise en PACA qui était de mettre en place des formations de data scientists. Alors, j'ai entendu tout sur le sujet. Le but, ce n'est pas de devenir un data scientist. Le but, c'est d'être formé et d'être en capacité d'utiliser des outils. Parce que c'est quoi la data science, si on simplifie? Avant, avec Excel, on faisait des tableaux de bord, on faisait certains maîtrisaient les macros, les tableaux de dynamique croisée, etc. La data science, c'est rien de plus qu'utiliser les outils modernes, couplés à Internet, à la différence avec des tuyaux et un accès à des bases de données plus importants, et d'être capable d'utiliser les outils modernes. C'est juste ça. Arrêtons de croire que c'est réservé. Et, voilà. Et donc, si une grande partie des experts comptables qui ont envie d'aller sur la data science, voilà, vous avez aujourd'hui une formation qui est à votre disposition avec le wagon et qui est disponible au niveau national. La facture électronique. C'est un enjeu qui est capital pour notre profession. On annoncera bientôt les décisions qu'on a prises sur la facture électronique. Ça ne plaira pas à certains. Moi, je n'ai pas été élu pour être le président du conseil des éditeurs. J'ai été élu pour être le président des experts comptables. Donc, toute l'action que je mène, c'est pour les experts comptables. Toutes les pressions extérieures, ça glisse. On s'en fout. Et l'équipe qui m'entoure, on est tous sur la même longueur d'onde. C'est quoi l'enjeu de la data? C'est quoi l'enjeu de la facture électronique? Aujourd'hui, on est chef d'orchestre de flux papier. D'accord? C'est la fameuse boîte à chaussures. On va devenir des interprètes de flux financiers. La banque avec Ibix, la facture électronique avec le fameux format FactureX. On ne peut pas louper cet enjeu. Et je vais vous le répéter pendant des mois et des mois. Celui qui détient la facture détient la compta. Si demain, la profession ne détient plus les factures, parce que les plateformes, parce que les éditeurs, parce que n'importe qui récupérera les factures avant nous, on perdra la compta. Donc c'est un enjeu important pour la profession. Il faut vraiment qu'on se dise les choses. Moi, je ne suis pas là pour vous passer la pommade. Les enjeux, c'est quoi? Les enjeux, c'est la récupération de la data. On parle d'automatisation de la TVA. Bercy travaille dessus, bien évidemment. Alors, ce n'est pas demain. Ce sera peut-être dans 4, 5, 6 ans. Il y a une problématique aussi de double régime, de régime aux encaissements, de stock de TVA. Mais ils y travaillent. Donc, on va y venir. La profession, si elle ne se prépare pas, si on perd la TVA, si on perd le social parce qu'il y a des automatisations, ça va être compliqué. Donc, il faut qu'on s'approprie ces sujets. Il y a le FEC, qui aujourd'hui demain sera une mine d'or de data. Il y a l'examen de conformité fiscale, le fameux ECF, qui est le début de quelque chose vers le tiers de confiance. Si on peut faire migrer ou élargir notre prérogative du comptable vers de la fiscalité, si en signant en tant qu'expert comptable, on obtient des avantages fiscaux pour nos clients qui permettent aussi à l'administration de savoir qu'un professionnel tiers de confiance a validé, ben vous voyez, si la facture disparaît, on aura d'autres choses. C'est ça qui est important. On va vers quelque chose. C'est pour ça que j'ai refusé de négocier un report de délai et que j'ai préféré une tolérance. Je vais vous dire pourquoi. Comment peut-on dire que nous sommes les conseillers privilégiés des entreprises, qu'on est les copilotes des boîtes, et envoyer comme message à l'extérieur que du 1er janvier au 30 juin, les experts comptables ne font que des liasses fiscales? J'exagère à peine. Quand même plus 4,5, on n'est pas capable de sortir les bilans. Et à côté de ça, vous avez les plateformes, les ci, les ça, qui parlent d'automatisation, et nous, on reste là-dessus. Donc l'idée de la tolérance, c'était de dire on finit tout ce qu'on peut avant le 19 mai, et puis ce qui est en retard, eh ben, bénéficiera d'une tolérance. C'est important l'image qu'on envoie aussi à l'extérieur. Et qu'avec la facture électronique qui arrive, facture électronique, c'est pas 1er janvier 2023, c'est pas 1er janvier 2024, c'est pas 1er janvier 2025. C'est 2022, la facture électronique. Parce que comment ça va marcher, la facture électronique? On va avoir plusieurs plateformes qui vont exister, plus une plateforme qui est Chorus Pro, qui est la plateforme d'État. Et les entreprises vont s'inscrire. Et si nos clients s'inscrivent sur d'autres plateformes, on va les perdre. Et ce qui va être le plus important, c'est que sur l'annuaire qui est en train d'être mis en place par Bercy, le maximum possible d'entreprises ait une adresse sur la plateforme des experts comptables. C'est ça qui est important. Donc quand vous sortez de cette réunion, la première des choses que vous avez à faire, et c'est gratuit, c'est d'aller ouvrir des comptes pour vos clients
sur la plateforme des experts comptables. C'est vraiment important. Je vous le répète, celui qui va détenir la facture détiendra la compta. Voilà. Ça, c'est l'enjeu de la facture électronique. Et on est en train de travailler fortement sur ce sujet. On est en train de prendre des décisions très fortes. On avait un COMEX hier à Aix-les-Bains pendant les UE d'Ora. Et on a pris des décisions fortes qui seront bientôt annoncées à la profession parce que c'est un sujet qui est capital. Voilà, on avance sur l'indépendance numérique de la profession. Et puis le dernier sujet, avant de laisser la place à quelques questions, s'il y en a une, mais pas beaucoup vu le timing, mais bon, il y en a peut-être au moins une ou deux, c'est Dracaris. Voilà. Dracaris, c'est la première société d'investissement dans des outils. Bon. On a annoncé le lancement en juillet. On a fait notre première rentrée au capital avec MyUnisoft. Il y en a deux qui arrivent. Je vous le dis, il y en a deux qui arrivent, j'espère, d'ici la fin de l'année. Une Legal Tech et une RH Tech. Aujourd'hui, le constat, il est simple. 60% du marché de la compta détenu par un fonds d'investissement américain. 70% du marché de la paye détenu par le même fonds d'investissement américain. Aujourd'hui, ils sont peut-être encore experts comptables friendly, comme on dit. Demain, s'ils vendent un autre fonds de pension, ou même s'ils changent de stratégie, parce que fonds de pension, sa stratégie, c'est le cash, le bénéfice, le rendement, c'est pas faire plaisir aux experts comptables. On fait quoi? On continue à se laisser tondre? Vous avez la capitalisation du plus gros éditeur de compta de la profession qui a été multiplié par 9 en 5 ans, son EBITDA par 7. C'est qui les moutons qui se font tondre? Et nous, hein. Et ça, il faut que ça s'arrête. Hein. Alors certains éditeurs me menacent de ne plus aller au Congrès. Vous savez ce qu'on leur a répondu? Chiche. Chiche. Voilà. Il faut qu'on se fasse respecter. On n'a pas le droit de ne pas se faire respecter. Ce sont des fournisseurs, et donc on se couche. Voilà. Et il y a d'autres sujets sur lesquels on nous menace, et on leur dit chiche. Voilà. On n'a pas le droit de se laisser faire. Dracaris, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? On est en train de travailler avec un cabinet d'avocats sur une levée de fonds. La levée de fonds, elle est réservée aux experts comptables. Donc chacun des 21 000 pourra rentrer au capital de Dracaris. De 1 000 € à 50 000 €. Ce sont les tickets d'entrée. Celui qui veut mettre 1 000 € mettra 1 000 €. Il y a des grosses structures qui voudront mettre 50 000 €, ils mettront 50 000 €. Mais c'est très important que la profession s'approprie la société d'investissement. On est la première profession libérale à le faire. J'ai eu quelques appels de mes homologues dans les professions libérales. Ça a fait du bruit. Les experts comptables, on est souvent en avance, même si sur ce sujet, je pense qu'on a un peu trop de retard, mais il va falloir qu'on le rattrape. Voilà. Donc moi, je compte sur vous, on a besoin de vous, on a besoin que le fonds d'investissement de la profession soit détenu par une grande majorité de professionnels. Donc ça, c'est d'ici la fin de l'année. On travaille sur le site internet aussi, parce qu'il faut que ça soit ultra simple. Si on vous demande 25 documents avec carte d'identité, tour de taille et tout le reste, ça ne marchera pas. Vous pourrez aller sur le site internet de Dracaris, les obligations AMF, carte bleue, si on est sur des montants acceptables, ou chèque, ou virement, et vous pourrez souscrire. Voilà. Il faut vraiment que ça soit simple. Si c'est une usine à gaz, ça ne marchera pas. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur les actions du Conseil national depuis 8 mois. Et puis s'il y a une ou deux questions, je les prends rapidement avant de vous libérer, que vous puissiez aller tous à la prestation de serment. C'est quand même important aussi de célébrer les jeunes qui rentrent dans la profession. Oui ? C'est jefacture.com. Ouais. Donc là, c'est le président d'ECMA qui vous parle. C'est jefacture.com qui est aujourd'hui la plateforme de facture électronique des experts comptables. Olivier ? Ah, voilà. Une autre question ? Ah. Non. Voilà. Alors, ce que j'ai dit pendant la campagne et ce qu'on met en place, hein, c'est que ne rien faire, pour moi, c'est criminel. Alors j'entends certains qui me disent, est-ce que c'est le rôle de l'institution de faire ce genre d'action ? Moi, je crois que c'est réglé. Hein. Il y a une campagne avec un suffrage universel, c'était clairement écrit, j'ai tout dit avant. Donc je crois que la profession a tranché. Après, est-ce que faire l'éditeur de la profession, c'est crédible ? Moi, je pense que c'est une utopie. Le temps qu'on récupère les équipes, qu'on ait un projet, qu'on se mette d'accord sur un projet, qu'on avance, on aura toujours 4, 5, 6 ans de retard sur d'autres structures. L'idée du fonds d'investissement, dès le départ, c'est d'être au milieu de ces deux stratégies. Ce qui est important, nous, on est experts comptables. Moi, je ne suis pas informaticien.
Donc ce qui est important, c'est qu'on fasse un dispositif gagnant-gagnant avec des équipes dont c'est le métier de développer et la profession qui va apporter son savoir-faire. C'est ça qui est capital. C'est pour ça qu'on a été chez MyUnisoft aussi, parce que MyUnisoft, c'est une société qui est détenue par des experts comptables pour des experts comptables. La grande crainte, et moi c'est ma hantise, c'est le point d'entrée client. Aujourd'hui, un client, il vient nous voir pourquoi ? Il vient nous voir parce qu'il y a une obligation comptable fiscale. Il ne vient pas nous voir parce qu'on fait du conseil, de l'accompagnement. Après qu'on les ait récupérés et qu'ils sont venus nous voir pour ça, on les fidélise parce qu'on fait de l'accompagnement et du conseil. Et si demain, avec les plateformes, on nous enlève tous les clients, on sera en difficulté. Donc, on a décidé d'aller dans la deuxième solution, qui est d'identifier les startups innovantes dans les métiers qui sont les nôtres et de rentrer au capital. C'est ce qu'on a fait avec MyUnisoft, c'est ce qu'on va bientôt faire avant la fin de l'année dans une Legal Tech et j'espère dans une RH Tech. J'en ai identifié une. Là. On est en train, avec le groupe qui est à la tête de Dracaris, de regarder un peu ce qui se passe. Mais c'est important. Le SILAE de demain, il faut qu'il appartienne à la profession. Enfin, qu'on pèse au capital de la structure. Parce que si demain on rachète 70% ou 80% d'une société, si ceux qui ont le talent, les connaissances s'en vont, on va se retrouver avec une coquille vide. Donc il faut faire ce deal gagnant-gagnant, en fait, où les experts comptables amènent leurs clients, les experts comptables amènent la profession, amènent aussi leurs connaissances, et eux qui amènent aussi la même chose. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Une dernière ? Non ? Il est Bon, de toute façon, 23, il faut qu'il y en on ait pas a d'autres. 7 minutes pour traverser. Alors il faut descendre au deuxième. Vous prenez l'ascenseur et ensuite on traverse le couloir et on arrive dans la salle bleue. C'est là où il y a 250 jeunes qui ont prêté serment l'année dernière, qui nous attendent. Tu viens avec nous, bien sûr ? Exactement. Eh bien, merci à tous. Bravo Lionel. On peut applaudir le travail incroyable qui est fait depuis ces 9 mois par Lionel et ses équipes. Félicitations à toi. Et merci de ta présence, Lionel. À bientôt. Et puis, on se retrouve salle bleue.